Il pousse la table, il recule la chaise. Là, j'ai senti tout de suite que je devais aller courir dans ma chambre. On va me casser les couilles vraiment jusqu'au 7 ans après pour peut-être un 300 balles, tu vois, que j'ai oublié de payer il y a très longtemps en arrière. Par contre, quelqu'un qui vit dans un autre pays mais qui touche l'argent du chômage, il n'y a pas de problème, tu vois. Je donne accès à tout le contenu qui vaut, en vérité, bien au moins 10 000 balles de valeur, de tout ce qu'il y a dedans. Ils sont pas contents, ça dégage. Parce qu'on avait payé tellement d'impôts sur une structure qui était aussi jeune que la nôtre que derrière, on allait mourir. On va essayer de changer le monde aujourd'hui. Ah, ça serait pas mal. Oh, il y a une grande ambition dans ce podcast. En gros, je te pose les bases. Déjà, Jean-Baptiste, merci d'être venu. Pour le podcast, je l'ai appelé Agir ou crever. D'accord. Déjà, tu vois, ça part d'une base où c'est soit on monte des trucs, on monte des projets, on fait quelque chose, on essaye de bâtir, on essaye d'avoir mieux, plus, ou on fait rien. On crève. Voilà, on reste, on stagne. Donc, la première question, c'est agir ou crever, tu choisis quoi? Oh bah, est-ce que j'ai vraiment besoin de répondre ou pas? Une question rhétorique pour démarrer, mais en gros, voilà. Moi, je préfère agir. La base de ce podcast, c'est d'inviter finalement des gens qui bâtissent, qui construisent, qui font des trucs, pour essayer de donner des conseils, des secrets, de la valeur finalement, pour les gens qui nous écoutent, qui ont envie de s'en sortir, qui en ont un peu marre du système, qui ont envie de s'en sortir, c'est vraiment le thème. Donc, on en parlait justement off avant de démarrer. Raconte-nous un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et pourquoi, c'est ça en fait la question la plus importante, pourquoi c'est intéressant qu'on t'écoute? Il faut que tu vendes le podcast et pourquoi les gens vont rester jusqu'à la fin. Ok, est-ce que vous voulez passer de livreur de pizza à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires? Écoutez-moi. Commence bien. Je t'avais fait vraiment en mode teasing. Ouais, c'est bien, ça vend bien là. J'ai envie de rester jusqu'au bout. Je vais faire assez court quand même au début parce qu'on va pas passer toutes mes années de collège et mes années de lycée. Moi, je suis vraiment quelqu'un, tu vois, hyper introverti au collège, lycée, c'est pas forcément bien passé. Comme beaucoup vont se reconnaître, moi j'étais une grosse quiche à l'école, mais vraiment une andouille. Limite même pas bon au sport, tu vois, franchement, faut être honnête. Et j'étais pas le mec le plus populaire. La seule chose qui m'a sauvé, c'est que j'ai eu une copine assez tôt. Franchement, faut être honnête. Mais je suis arrivé au lycée, bac pro commerce, très classique. Et en fait, point de rupture. En terminale, franchement scolairement j'y arrivais pas du tout, ça me plaisait pas. Je me séparais à l'époque de ma copine et puis crise adolescente assez tardive. J'avais à peu près 17 ans et donc je me barre du lycée. Un mois après je me barre de chez mes parents et en gros à 18 ans et un mois exactement je trouve un job de livreur de pizza et j'habite dans un petit studio. Non mais c'est les vrais et c'est véridique hein, le fait que j'ai été livreur et j'ai été livreur de pizza pendant 2 ans et demi. Donc c'est pas le petit job d'été voilà, hein. c'est pas 3 mois, c'est 2 ans et demi. Non, moi je voyais les livreurs passer, partir, les mecs qui venaient, ils restaient 6 mois dans la boîte et puis non. Moi j'avais un 35 heures etc avec une petite évolution. Et si tu veux au bout de 2 ans et demi, mon père me voyait quand même galérer. J'avais eu un tout petit peu d'argent de côté, je crois 4-5 000 euros. Je l'ai cramé en fait tous les mois parce que le job de livreur de pizza, bah, ça payait pas assez mes courses et tout. Et en fait, il me voyait que c'était la galère et il me dit bah écoute, moi j'ai un contact qui recherche des commerciaux parce que tu faisais un bac pro commerce, t'aimais bien le commerce, va à Paris et tout. Je te jure, je suis monté à Paris. Les recruteurs, ils m'ont regardé. Je pense qu'ils ont plus eu de la peine qu'autre chose, tu vois. Je sais même pas s'ils ont dû lire mon CV en vrai, tu vois. Parce que c'était le vide, tu vois. Vraiment, il y avait rien dedans et c'était catastrophique à part des stages, mais pour eux, j'étais nul. Donc, en fait, en rentrant, je me suis dit, non, c'est pas possible, tu vois. On s'oriente tous les deux vers une école. Je reprends la base de mes études, tu vois. Donc, je repasse un équivalent bac, on appelle ça en alternant, où là, j'étais vendeur conseiller, quoi, tu vois, dans le bâtiment. Et après, bac plus 2, je suis arrivé directement en deuxième année parce que j'ai fait valoir mes acquis en fait sur le fait que j'y avais travaillé quelques temps avant. Et donc je passe directement en bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5. Comme tu sais, parce qu'on se connaît un petit peu d'avant, en parallèle de mes études, je faisais un petit peu de tout ce qui était e-commerce, donc tout ce qui était MLM, puisque c'était la mode, c'était aussi pendant le Covid, machin truc. Tu sais que j'avais des bonnes positions par rapport au commun des mortels, pas forcément par rapport au top 1%, ouais. Mais en tout cas je pouvais en vivre. Et au final, tes compétences de commercial à ce moment-là te servent
au fait que tu arrives à bidouiller 2-3 trucs sur internet et à faire des sous, ou vraiment c'est en autodidacte complet Non, il y avait forcément une base de connaissances, surtout en management. Après, sur gérer des équipes, parce que tu sais, enfin, à l'époque, tu étais ma apply, tu sais que j'arrivais bien à gérer les gars, et donc ça allait bien, et puis il y avait une continuité. Et ça, il y a à la fois, tu sais, c'est quelque chose, je pense, qu'on a en nous-mêmes et qu'on est avec, et puis après, il y a aussi de l'élevage personnel, tu vois, où on sent, où on se développe. Et en fait, ça m'a tout de suite donné envie d'entreprendre. Et en passage, donc, je finissais mes études, Covid, donc j'étais en alternance. Je me fais gentiment remercier à la fin de mon contrat. Merci. Merci bien. Et j'étais dans le commerce, dans le transport, transport national et international. Tout ce qui est, on va dire, palette, pas le petit colis d'Amazon, vraiment des choses lourdes à partir de 200 kg, 300 kg minimum. Et je me fais remercier. Moi, je me dis non, je maîtrise mon commerce, j'ai quand même une petite base de clients qui fait un peu de chiffre d'affaires. Je vais être en apporteur d'affaires chez un confrère actuel, donc qui est un de mes concurrents. Et donc, je lui apporte un peu de business, sauf que je m'entends ni avec la direction, je m'entends ni de la façon de comment les clients ils sont traités. Et mes clients, en fait, ils sont en train de tous de partir un par un. Et donc là, au passage, je décide de créer ma société, donc actuelle, la compagnie du fret, avec un associé qui était un de mes clients et un ami de ma famille qui avait le même âge que moi et qui était lui chez un grand groupe. Moi, j'ai apporté donc toute la partie connaissance PME et transport national, transport international, on va dire contour méditerranéen en partie route, et lui, toute la partie overseas. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'overseas, c'est quand ça prend le bateau, la marchandise ou l'avion et qu'il y a des douanes en fait à partir de ce moment-là. Et donc on a créé cette boîte. Là, on a commencé, franchement, je t'enverrai la photo. Parce qu'on était dans un tout petit bureau, franchement, tu vois, un peu la true story américaine, ouais, tu vois. Dans le garage, ouais. Mais gros, une dalle en béton, on avait un bureau et on était l'un en face de l'autre, tout peu, tu vois, c'était... Si t'as la photo, tu me l'envoies, je la mettrai. Vas-y. Et avec, je te jure, on avait les souffleurs de chaud qui nous soufflaient dessus, on était tout comme ça, c'était une catastrophe. Et on commence donc en septembre 2021, on commence vraiment à exploiter parce qu'après la lourdeur administrative française, en janvier, ça c'est un gros sujet ça. On en parlera alors. Et donc on commence à exploiter, on fait 3 000 € par mois. Et petit à petit, on est 2, puis après 3. Et après, on commence à évoluer. Et donc, on a fait 500 000 € la première année de chiffre d'affaires. 490 000 pour être exact. Parce que je sais qu'après, il y a des gens qui peuvent chercher. Après, donc, tu vas être un menteur. faut vraiment 491, T'as 492. jamais fait un demi-million, menteur. Ouais, pas la première année. Ouais, voilà. Avec un bilan, moi je suis 100% transparent, avec un bilan négatif, parce qu'on a réalisé sur 6 mois en fait de chiffre d'affaires, donc il fallait que le temps que ce business se lance, et bah on avait forcément des charges, forcément des choses à payer. C'est un truc intéressant à dire aux gens, c'est que 500K, ça veut pas dire 500K dans la poche. Ah non, mais on a perdu... Non, mais on rigole, mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire concrètement. De gérer autant d'argent, d'avoir pour l'instant pas des équipes, mais ça va venir après, des charges, des impôts, des machins. Ouais, c'est ça. Ah, mais on a fait 500 000 € de chiffre d'affaires, moi j'ai perdu 15 000 €. Okay. Mais la première année, hein, tu vois. Donc après, quand on lance un business dans le tradi, parce que c'est un business 100% tradi, je suis commissionnaire de transport transitaire. Donc c'est un business qui existait déjà avant moi et qui existera même peut-être après moi. Ça dépend de l'IA. Et si tu veux, on crée, on continue la structure, on avance, on recrute quelqu'un d'autre, Et c'est vrai que maintenant, si on prend la photo, donc septembre 2023, donc 2 ans après la création de la structure, on fait presque 2 300 000 € de chiffre d'affaires et on va gagner 50 000 € à la fin, quoi. Donc en sachant que je vis dessus, que j'ai 10 collaborateurs qui vivent dessus, et qu'on a décalé certains, alors là je parle plus au comptable, tout ce qui est FAE un petit peu sur l'année fiscale d'après. Mais là c'est un peu technique, parce qu'on avait payé tellement d'impôts sur une structure qui était aussi jeune que la nôtre, que derrière on allait mourir, parce qu'ils allaient nous prélever tellement d'impôts la première année que moi j'aurais plus d'argent sur le compte. Et voilà, nous on a une très grosse notion d'argent sur le compte, parce qu'on a des délais de paiement qui sont très 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 longs. 90 jours. Hein. J'ai des clients qui me doivent 150 000 € qui ne me payent pas depuis 90 jours. D'accord, ouais. Voilà. Oui, dans ce cas-là, oui, il faut bien anticiper, il faut bien s'organiser, quoi. Exactement. Et donc voilà, la photo du jour actuel. Donc on fait ça. Tout ce que je parle, FAE, etc., c'est tout dans le cadre légal. Moi, je suis vraiment dans un business hyper traditionnel. Et à l'inverse, je suis pas du tout dans le business, comme tu sais, du MLM. J'ai fini un petit peu toutes ces choses-là, tu vois. Ouais, parce qu'on en parlait justement. C'était un sujet très intéressant. Et je lui demandais à Jean-Baptiste... c'est quoi, en gros, le meilleur chemin entre faire du business crade, démarrer
c'est vraiment le produit minimum viable, quoi. C'est qu'est-ce que je peux vendre là tout de suite qui me rapporte de l'argent maintenant, quitte à pas déclarer, quitte à faire de la merde, quitte à avoir des comptes dans des pays étrangers et machin, et continuer là-dessus, et essayer de tricher, essayer de continuer à gruger les impôts, l'État, et dire fuck, je paye rien, et voilà, je me barre dans des paradis fiscaux et ils me retrouveront pas. Ou est-ce que justement, la deuxième option, l'extrême inverse, je fais tout bien dans du business traditionnel, je triche pas, je paye tous mes impôts, même plus, ce qu'il en faut. J'essaye vraiment de suivre les règles, de monter petit à petit les échelons. C'est quoi un peu ta vision des choses vis-à-vis de ça? Est-ce que c'est plus nuancé que soit tout l'un, soit tout l'autre? Est-ce qu'on peut commencer par l'un pour finir par l'autre? Est-ce qu'on peut faire l'inverse? Alors, tu vois, je vais répondre d'un truc très simplement. Je pense que dans la vie, il faut jamais être blanc ou noir, il faut être gris. Mais pour le coup, je suis quand même très blanc sur le sujet. Malgré tout, il faut que jeunesse se fasse. Il faut que l'argent se fasse. Je pense qu'il faut se faire pendant les, on va dire, 16, 20 ans, tu vois, parce qu'au final, on peut faire de l'argent à 16 ans. Bien sûr. Il faut se faire un max de sous, donc quitte à un petit peu gruger le système, quitte à être irrésident dans un pays comme l'Estonie ou des choses comme ça. Mais après, il faut revenir aux bases. On le voit bien avec les influenceurs, on le voit bien avec la plupart des gens qui sont exilés sur les paradis fiscaux, au final, ils reviennent après les années. Parce que ces gens-là, ils achètent rien, ils construisent rien. Ils sont souvent après recherchés parce qu'ils sont dans des paradis, parce qu'au final, l'État parle avec les autres États et donc il les rattrape. Parce qu'au final, c'est quoi le plus intéressant? Est-ce qu'ils vendent un Rafale à Dubaï ou est-ce que c'est pour sauvegarder le petit influenceur qui est en bas du quartier, tu vois? Non, mais c'est vrai, tu vois, le mec, il va se dire, bah ok, je te vends un Rafale, par contre, chope-moi lui, tu vois, à la rigueur. Enfin, là, j'exagère, Oui, mais... bien sûr. Mais donc, je pense qu'il faut d'abord se faire un peu son argent, un peu son capital, et puis aller dans le traditionnel. Pourquoi? Parce qu'un traditionnel, au final, derrière, si on fait les choses correctement, on peut le faire d'élever auprès des banques. Je parle pas forcément d'élever de fonds auprès d'investisseurs, comme on en parlait tout à l'heure, toutes les startup nations qui se créent pour rien du tout. Mais je parle de vraiment des personnes en banque qui se disent, bah vas-y, je vais croire dans ton projet il marche, tu gagnes de l'argent, tu veux faire un autre projet, je te suis. Et au final, avoir cette version assez tradie, c'est vrai qu'on perd parfois un petit peu de temps et on perd parfois de l'argent dans les impôts. Mais au final, on construit des bases qui sont saines et des bases solides pour pouvoir après monter des empires. Parce qu'au final, ces personnes qui créent ça, ils ne créent pas des empires, ils créent juste des petits royaumes, tu vois. Donc ils vont pas aller se développer au-delà de ça. Ouais, je viens de le trouver à l'instant. Ah ouais, c'est bien. Ça peut en faire une petite vidéo qu'on va reposter, c'est bien. On va essayer un empire, un royaume ou un empire? Et toi, Greg? Et toi, qu'est-ce que tu choisis? Tu choisis un royaume ou un empire? C'était la question de tout à l'heure. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne question. En fait, je sais pas, je suis un peu le cul entre deux chaises parce que, en fait, la vérité, c'est que, comme tu l'as dit, c'est pas soit tout blanc, soit tout noir. Y a des réflexions où un jour tu vas te dire, oh, putain, quand tu vois la feuille d'impôt, tu dis, bon, putain, j'aimerais bien tout envoyer valser et vas-y, je fais plus. Dans les codes, etc. Je me barre, je fais de la merde, etc. Et puis il y a d'autres moments où justement tu te dis, ça vaut pas le coup d'essayer de tricher et de gruger, et je vais essayer de quand même de gravir les échelons et de faire les étapes dans le bon ordre pour essayer justement d'avoir les bénéfices du plus tard. Mais c'est vachement compliqué parce que quand tu es dedans, quand tu passes 10 000, 20 000, 30 000 euros de revenus, c'est un peu l'étape où tu es un peu le con de l'État. T'es un peu la chienne, quoi. C'est-à-dire que t'es plus dans la classe moyenne, non. T'es plus pauvre, donc tu t'en sors bien, tu peux vivre mieux, etc. Mais t'es pas riche, au sens où tu peux pas faire absolument tout ce que tu veux, quand tu veux, etc. T'as vraiment Après, c'est quoi ton seuil de riche, quoi? C'est une question individuelle à chacun, je pense. Vrai. Parce que toi, ton 30 000, c'est pas être riche, parce que je connais tes ambitions et que toi, tu veux être très, très riche pour le commun des mortels, mais c'est là où c'est la bonne question. C'est quoi le seuil de richesse pour quelqu'un? Est-ce que... Moi, je me suis posé cette question aussi, tu vois. Intéressant, ta question. À partir de quel moment je me considère riche? C'est quoi la réponse? Eh ben, je me considère riche à partir du moment où les intérêts que j'ai en banque me rapportent assez d'argent pour vivre. Les intérêts de mes intérêts, exactement. Oui. Mais c'est combien l'argent pour vivre? Je pense que les intérêts de mes intérêts, 10 000 euros. C'est-à-dire qu'en gros, imaginons je gagne 100 millions d'euros. Exactement, c'est les intérêts de mes intérêts. Je gagne 100 millions d'euros. Je vais avoir 6% d'intérêt par an, on va dire, parce que tu places pas comme le commun des mortels, hein, ton 18, livret A. 34. Voilà.
et que cet argent, c'est 6% qui me rapporte, je les mets dans une autre banque et les intérêts de cette autre banque me suffisent pour vivre. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, ok. Ah oui, ces intérêts il faut de beaucoup mes de cash, intérêts, tu vois. Ouais, Il faut beaucoup de cash. j'ai de l'ambition aussi. Ok, d'accord. En fait, je crois que j'avais lu une étude là-dessus. Enfin, les études, elles varient un petit peu, les statistiques, elles varient comme d'habitude. Mais en gros, c'était la question, c'était de savoir à partir de quel montant par mois un être humain dans une société capitaliste occidentale, ça lui suffit pour vivre, pour avoir le maximum de confort, tout en prenant pas trop de risques, en n'étant pas un milliardaire ou quoi que ce soit. Et le chiffre, il variait en gros entre 5 et 7 000 euros par mois. C'est là où ce que tu peux dépenser, pas ce que tu gagnes, ce que tu peux dépenser par mois. C'est en gros, après, le bonheur n'augmente plus. Oui, le bonheur est exponentiel quand tu gagnes 1002, 1003, 1004. Quand tu gagnes 2000, 3000, ça commence à monter, 5, 7. Après, honnêtement, et pour l'avoir vécu, entre 12 et 25, il n'y a plus trop de différence. Ta vie de tous les jours, elle est plus impactée, elle est pas multipliée par 2. Non. Tu peux pas, tu peux pas dépenser non plus tout le temps. Enfin, j'achète 2 fois les mêmes affaires. J'achète 2 fois le même sac. Au lieu d'acheter un sac, j'en achète 2. Ouais, non, mais après, du coup, ça devient ridicule et tu passes un peu aussi dans une phase. Je sais pas si tu as connu un peu cette phase-là où tu gagnes des sommes que, tu génères des sommes que tu n'as jamais générées auparavant et tu arrives dans une phase où tu dis ah putain, il faut que je claque, il faut que je me fasse plaisir, j'achète tout et n'importe quoi. Et le premier truc qui me vient sous le nez, champagne, voyage, montre, voiture, machin truc. Est-ce que tu as eu cette phase, toi, de je me la pète, je flambe et je me brûle les ailes ou pas? Est-ce que tu es passé un peu par ce truc-là ou moi, pas encore, pas du tout? Déjà, non, pas du tout. Parce qu'en fait, si tu veux, je suis pas encore dans la phase où moi, personnellement, je gagne très bien ma vie. Ou tout honnêtement, la société gagne bien sa vie. Ouais. On se développe bien la vie. La société se développe bien. Mais moi, en tant que chef d'entreprise, avant que l'argent arrive sur mon compte, il s'en découle beaucoup de choses par rapport à quelqu'un qui peut être en auto-entreprise. Si tu veux, on a un coût sur la structure qui va être individuel entre 5 et 6 000 euros par mois, donc entre mon associé et moi-même. Mais si tu veux, derrière, au final, c'est pas du tout ce qu'on a dans notre poche. Oui, bien sûr. Et c'est sûr que si demain j'étais en auto, je multiplie par 2 mes revenus. Mais au final, nous, on a une autre stratégie, c'est plutôt dans le développement de la structure en interne pour pouvoir la faire grossir un maximum, pour pouvoir créer aussi d'autres agences de transport, parce que nous, on est sur des agences de proximité. Et puis après, derrière, prendre des gros dividendes à la fin de l'année. Donc quand je toucherai mes gros dividendes, là tu vas casquer. Je te dirai. Je me suis toujours, c'est comme si tu te fais un plan comme demain je touche l'euro million, qu'est-ce que je fais de mon argent, tu vois. Ça, c'est la question qui revient le plus souvent dans les familles de classe moyenne. C'est le débat à Noël, quoi. Et toi, tu fais quoi si tu gagnes au loto? Ouais, exactement. Mais je pense qu'il faut toujours garder une part de dépense, parce que sinon tu vis avec de la frustration. Et je pense que c'est le meilleur moyen de tout claquer. Mais il faut être raisonnable, tu vois. Ouais. Donc c'est pareil, tu vois. Moi, c'était le mois en 2022 où c'est la première fois où je dépasse 10 000 euros en un mois. Ouais. Et c'était, si tu veux, dans la famille où j'ai grandi, où on peut pas parler d'argent. Tu vois, c'est vraiment la famille française traditionnelle, classique. C'est tabou. Donc là, actuellement, ils savent toujours pas combien tu gagnes. Si, maintenant, ils savent tout. Ma mère est trop fière de moi, mais au début, ils sont même gênés au début, non? Ah ouais. Par rapport aux voisins ou à la famille, oui, comme bien ça. Sûr. Toujours un petit peu, mais c'est parce que je suis pas encore assez riche. En fait, le truc, c'est, tu vois, jusqu'à mes, 20 ans, je connais pas le salaire de mes parents, tu vois. Ils veulent même pas me le dire, tellement c'est tabou. C'est-à-dire que j'en ai aucune idée de si on est dans la classe moyenne haute, basse, si on est pauvre, si on est riche. J'en sais rien. Je sais pas combien d'argent ils sont sur leur compte. Je sais pas si on peut se permettre de faire les voyages qu'ils nous payent. Je sais pas s'ils sont en train de mytho en disant ils ont plein d'argent sur un compte et en vrai ils serrent la vis à chaque fois pour essayer que je dépense pas et que je sois limité, ou est-ce qu'ils sont vraiment limités, c'est-à-dire ils me payent des trucs de temps en temps, mais c'est vraiment tu vois, l'anecdote que je raconte à chaque fois, c'est un jour j'avais 16-17 ans avec des potes, on veut aller manger un kebab classique à cette époque-là. C'était les premières fois où j'avais une carte bancaire personnelle, tu vois. Je me dis, putain, là, tu vois, c'est le truc un peu stylé, tu deviens un peu autonome financièrement. Mais tu pouvais payer chez au kebab ou tu devais aller retirer?
Je devais la retirer. Ouais. Ok. Bah justement, c'est ça, c'est que je vais retirer. C'est la vraie. Et tu vois, je sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui, mais quand tu retires pas dans la carte où il y a ta banque, dans un distributeur haute, tu payes 1 euro de frais, par exemple. Ouais, tu payes des frais, mais Oui, bon. c'est pas pareil, quoi. En gros, c'était ça à l'époque. Moi, j'avais un compte Société Générale, et puis il y avait un truc Crédit Agricole qui était à côté du kebab, et puis Société Générale, il était à 5 km. Moi, je dis, Ouais, c'est bon, flemme. nique sa mère, je vais pas faire 5 bornes pour retirer 10 balles, tu vois. Donc, je retire là, et je savais que mon père, il m'avait dit interdit, tu vois, de retirer dans un truc qui n'est pas Société Générale parce que tu vas payer 1 euro de frais. Oh là là. Moi, je disais, bah, tu vois, jeune, con, Puis ambitieux. 1 euro, tu te dis, ouais, Voilà, fuck. 1 euro, je fais pas 5 bandes pour 1 euro, tu vois. Ouais. Je suis qui, moi? Ouais. Déjà, tu vois, j'avais rien, mais je suis qui, moi? Limite, t'as craché au ton frère, ton père. Pas encore, mais ça va venir. Et du coup, je retire, machin, je fais le kebab et tout. Quand je rentre le soir ou le lendemain, à table, il a vu sur mon relevé de compte que 1 j'avais euro. le 1 euro en moins. Oh, Et là, et là, le sujet commence à venir sur la table. À table, donc la famille où tu regardes le 20h de TF1, juste après Très, ou très avant français, TPMP, quoi. C'est vraiment. Ok. Il me dit, je t'avais dit qu'il fallait pas retirer dans un truc autre que ta banque à toi, sinon t'allais prendre des frais. Et là, je me rappellerai toujours ce moment-là, tu vois, je prenais le pain, tu vois, je sépare le pain comme ça déjà à la main, donc il faut le faire au couteau, et je repose le pain à l'envers. Oh Pour putain, ceux le qui savent. pire truc, ouais. Oh là là. Je repose le pain à l'envers, je l'arrache à la main comme un bourrin, je le pose à l'envers, Crise d'ado. et je le regarde même pas dans les yeux, tu vois, je regarde à la télé, puis je lui dis, ah ça va, c'est bon, c'est que 1 euro. La phrase à jamais dire. Mais peu importe le montant. Une seule fois dans ma vie, Ouais. j'ai vu mon père énervé. Ah ouais? C'est un mec, tu vois, il a jamais rien dit. Calme, très Voilà, tranquille. Ouais. le daron calme, mais tu sais, quand il fronce les sourcils, voilà, tu sais que t'as fait Tu une fermes connerie. ta gueule. Ouais, Là, il a genre, reculé sa chaise. ouais. Il pousse la table, il recule la chaise. Là, j'ai senti tout de suite que je devais aller courir dans ma chambre. Là, il m'a coursé, tu vois, il m'a daron. Oh là J'avais là. jamais vu ça de toute ma vie. Ma daron, tu fais non, pourquoi tu fais ça? Non. Il était là, il me menaçait et tout. Ah non, 1 euro, c'est 1 euro. La baguette, j'ai bossé pour aller te la chercher. Je te l'ai mise sur ta table. Et toi, c'est comme ça que tu me remercies. Ça, c'est la valeur de l'argent. C'est lui qui te donnait de l'argent de poche ou c'est toi qui le gagnais? J'avais pas d'argent de poche. Donc l'argent, comment tu l'avais sur ton compte? Bah, il y avait 20 balles parce que ma mère, elle avait mis un truc une fois, tu vois. Ah, d'accord. C'était la seule fois. Ouverture de compte, quoi. L'ouverture de compte. J'ai su plus tard, quand j'avais 18 ans, qu'ils avaient mis un petit peu d'argent dessus. Je crois qu'il y avait 3000 balles, un truc comme ça, mais sur un compte caché que je pouvais pas voir quand j'avais 16 ans, parce que sinon ils savaient que j'allais tout dépenser. Donc évidemment, je les remercie parce qu'ils m'ont bien aidé quand j'ai commencé ma vie, mais c'était la vis serrée pour imaginer un peu le truc. Donc forcément, moi, j'imagine à peu près que mes parents, ils font pas plus de 2000 euros par mois, ce qui était le cas plus tard, mais je ne le savais pas. Parce que pour dire que 1 euro c'est grave, il faut vraiment avoir la vis serrée. Et du coup, la première fois que je gagne plus de 10 000 euros en un mois, c'est un peu le truc où, dans ton entourage, t'as jamais vu ça. Ah, tu changes de table. Ni ton père, ni ta mère, ni tes frères et sœurs, ni tes cousins, ni tes potes, ni les oncles, tantes, les amis. Enfin, tu connais aucun entrepreneur, tu connais personne qui gagne plus de 3 000 euros par mois. Alors pourquoi tu as entrepris s'il n'y avait personne dans ton cercle qui avait entrepris? This is a good question. Ah putain, ouais. Pourquoi j'ai entrepris? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des modèles, tu vois, des gens... Bah comme tu as dit un petit peu, en fait, finalement, en autodidacte, l'envie de se dépasser, l'envie de plus, parce que peut-être comme j'ai... Ah, c'est peut-être ça, on fait une séance de psychologie. Peut-être comme j'étais hybridé pendant mon adolescence à pas faire des trucs de ouf, à prendre de risques. Il faut que tu fasses des bonnes études, que tu aies un bon métier, que tu aies une bonne femme. Tu vois, c'est vraiment le truc très tradit. Et je remets pas ça en question parce que c'est une bonne éducation. Je pense que je ferai la même chose pour mes enfants. On souhaite tous qu'ils aient de longues études dans le rêve. Parce que forcément. Ceux qui n'ont pas d'études, il y en a plein qui s'en sortent et on en a beaucoup d'exemples. Mais en réalité, il faut prendre exemples dans tout. Mais il faut prendre une majorité de 90%. Voilà. Il y a des gens qui s'en sortent bien en ayant fait des études. C'est la matrice. Comme il y a des gens qui s'en sortent pas. Comme il y a des gens qui s'en sortent bien sans avoir fait d'études. Et inversement. Donc, mais forcément, quand tu vois ton gamin... c'est le Jean communiste RSA à la 8-6 qui dit ouais non c'est pas bien la vie, je fais pas d'études, XABR, je suis BAP. C'est nul, toi t'as pas envie que ton gamin il soit comme ça forcément. Pardon. T'as pas envie qu'il foute ton punk à chien, ouais. Non, tu lui mets une baffe et tu allez vas-y. Forcément. Va bosser sur le chantier
Et tu vas voir, ils vont t'apprendre la vie. Ils vont boire de la 8-6 aussi à 8h du matin, mais ils vont soulever des pelletés, tu vas voir. Ils ramènent du cash. Voilà, exactement. Ouais, donc tu vois, pourquoi j'ai entrepris? Bah peut-être pour ça, parce que j'ai été bridé tout le temps et que je voulais gagner de l'argent, quoi. Je veux dire, ma question, c'était vraiment, j'étais le jeune con, en fait. Quand mes parents ils me parlaient d'argent, j'étais tout le temps là, mais pourquoi? Pourquoi on peut pas faire ça? Ils disaient, moi je dis, viens, on va faire ça. Non, on peut pas le faire parce que c'est trop cher. Pourquoi? Je veux dire, pourquoi se limiter? Pourquoi avoir des limites? Ouais, C'est nul. C'est nul une vie avec des limites où tu t'imposes tes propres limites. Encore plus nul quand c'est pas toi qui te les imposes, quand t'as pas le choix. Et finalement, je crois que c'est ça le truc qui me fait le plus peur au monde, c'est de pas avoir le choix. Et j'arrive devant une situation, elle est chère, elle est confortable. L'autre situation, c'est elle est pas chère et puis tu dois bosser, tu dois y mettre du temps, de l'énergie. Bah, au début, t'es obligé de commencer par la situation inconfortable et de trimer. Mais à un moment donné, quand t'as du cash et que t'as réussi à générer les trucs, tu prends les trucs confortables qui te font gagner du temps. Forcément. Parce que t'as le choix. Forcément. Du coup, c'est ça, c'est la question du choix. Est-ce que t'as le choix de prendre cet hôtel? Est-ce que t'as le choix de faire le ménage toi-même? Est-ce que t'as le choix de te faire emmener à droite à gauche? Ou est-ce que tu fais tout seul? Est-ce que tu regardes les centimes à la pompe à essence? Il faut regarder en fait, si tu veux, je pense que chacun après a son vécu, chacun voit comme il veut. Moi, j'avais un père qui était chef d'entreprise, enfin qui est toujours chef d'entreprise. Et moi, à l'inverse, j'ai une mère par contre qui est artiste. Mais vraiment, voilà, mais quand je te dis, c'est une planète, c'est que frère, c'est une galaxie. Hein. Je te jure, je l'aime et c'est ma mère. Hein. Mais en fait, j'ai vu dans son parcours tout ce que je ne veux pas. Vraiment. Ouais. Et à côté de ça, j'ai vu mon père qui a ses qualités comme ses défauts et qui, lui, se faisait un peu plus plaisir quand même, tu vois, dans la vie et était un peu plus cool. Et tu vois, je pense que ça a été un modèle. J'ai aussi de la famille, à l'inverse de toi. Moi, j'ai dans mon cercle, j'ai beaucoup de gens qui ont entrepris et beaucoup de gens qui avaient de l'argent. Ça veut pas dire que moi, j'avais de l'argent. Parce qu'on reste quand même une famille. Mon père a une bonne entreprise. Il est parti de presque rien. Il a tout construit lui-même. Il n'a même pas de bac. Mais si tu veux, on n'a pas été la famille dans le top 1%, etc. Il était chef d'entreprise, mais entreprise limitée quand même. Par contre, j'ai vu des gens dans mon entourage gagner très bien leur vie, faire partie, je pense, top 300, top 400 français, quoi. Donc, qui ont aucune limite, là, c'est... T'as vu ce que ça voulait dire dépenser? Ouais, et je pense que en fait, ça m'a donné grave envie, et j'ai toujours voulu entreprendre, et avec le MLM, ça m'a poussé à aller entreprendre. Mais par contre, je retournerai jamais dans un business comme ça, parce que j'ai vu la noirceur au plus profond de l'âme des gens. Ce métier, ces gens-là, la plupart, ce métier-là, ils sont faux culs les uns entre les autres. Donc, tu vois, ça marche pas du tout. C'est pour ça que je suis retourné dans le traditionnel, tu vois. Mais comparé à toi, moi, j'avais des exemples qui m'ont fait... Va là-bas. Par contre, ça veut pas dire que j'avais 100 000 euros sur mon compte. Ouais. Très loin de là. Hein. J'avais... Oui, parce que ça va être la critique tout de suite, c'est t'es un fils à papa, quoi. Parce que t'as grandi dans l'endroit où ton père il avait une entreprise, les gens dans ton entourage ils avaient du réseau et de l'argent. 14 ans, j'étais sur les chantiers navals, 15 ans pareil, 16 ans j'étais sur les chantiers de bâtiments, 17 ans toujours des jobs d'été, 18 ans je suis parti faire des livraisons de pizza. Ouais. J'avais même un double emploi pendant très longtemps, c'est-à-dire qu'à la fois j'étais serveur en boîte de nuit, enfin serveur runner, hein, je débarrassais les verres pendant 9 mois, et en plus de ça, parfois je faisais le ménage technicien de surface à nettoyer les bureaux, etc. etc. Donc tu sais, les jobs de merde, je les ai vraiment poncés. Ouais. Donc ça, non, pas de fils à papa, surtout que j'ai claqué presque le peu d'argent, enfin le peu, non, c'est beaucoup, 4-5 000 euros pour la plupart des gens, et j'ai eu la chance d'avoir ces 4-5 000 euros, mais je les ai claqués quand j'étais livreur de pizza et en vivant chez moi tout seul. Ils m'ont aidé un petit peu par-ci par-là, mais... Ah oui, parce que c'est bien de partir avec une base 4-5 000 comme tu le dis, ce qui était à peu près mon cas aussi, mais qu'est-ce que t'en fais ? Est-ce que tu arrives à les fructifier et à faire quelque chose d'intéressant avec ? Moi, j'ai dépensé tous les mois petit à petit à la tirette pour combler mon découvert. Non, mais faut être honnête, hein, moi, tous les mois, j'ai les retiré pour combler mon découvert et un jour, la tirette, elle marche plus. Hein. C'est pas illimité en fait. Non, au bout d'un moment, c'était le vide. Franchement, c'était le désert, tu vois. Donc, et tu vois, c'était vraiment le truc, t'es limité dans toute ton adolescence.
et le mois où tu exploses les résultats vis-à-vis de ce que tu connais dans ton paradigme à toi, ouais, tu vrilles. Ouais, j'ai eu un mois où j'ai vrillé, quoi. Je vais dire, hop, en claquant des doigts, j'ai pris, bon, c'est voyage petit aujourd'hui, hein, une location c'est quoi l'île Mykonos. Non, pas Mykonos. La petite île romantique, Santorin. Je paye en gros une semaine à ma copine, qui est ma femme aujourd'hui, donc ça va, investissement rentabilisé. Une semaine dans... J'en ai perdu de l'argent, c'est comme ça. Ouais, tu vois, j'ai pris des risques. Gros risque, hein. Je sais pas si j'aurais investi, moi. J'ai pris des risques. C'était une semaine dans la villa la plus haute de Santorin. Tu vois, le truc le plus haut avec la piscine à débordement, le machin où ils t'offrent les champagnes, les trucs. Tu loues la voiture de luxe. Tu prends tout ce qu'il faut, des habits, des montres, des champagnes, des trucs. Le premier mois où je gagne 10 000, j'en dépense 18. T'as fait ce que tous les gens qui gagnent le peu d'argent font. Ah, mais tu fais pas les comptes parce que tu te dis... Je suis illimité. C'est la grosse erreur de l'auto-entrepreneur ou de l'infopreneur qui fait 10K par mois, c'est qu'il pense qu'en fait c'est un salaire. C'est quoi un infopreneur pour toi ? Un entrepreneur qui vend de l'information. D'accord. Et du coup, t'es entrepreneur ou infopreneur ? Je suis infopreneur à tendance entrepreneur, je sais pas comment on peut appeler ça. Je débute par ça parce que mon métier aujourd'hui et ce qui me fait vivre, c'est l'Académie des Libertés. En gros, le concept, c'est de faire le Netflix de l'indépendance financière où tu vas avoir des formations sur le business en ligne, l'investissement, la productivité, l'expatriation, la fiscalité, l'intelligence artificielle, immobilier, bientôt ça arrive. L'idée, c'est de se dire, toute personne qui s'intéresse de près ou de loin à l'indépendance financière peut trouver la réponse à l'une de ces questions à l'intérieur. Ça, c'est ce qui me fait vivre aujourd'hui. Donc, c'est concrètement de l'infoprenariat. Je suis un connard d'infopreneur, finalement. Mais ma vision des choses, c'est de me dire, ce business-là, qui est un business à cash flow, qui est un business avec ma tête, mon branding, je le monte au SMIC de l'entrepreneur, plus ou moins 50 000 euros par mois, là où on peut se payer et commencer à bien vivre. Je suis condescendant, je fais exprès, mais l'idée c'est ça, c'est que c'est le business à cash flow, et avec ça, une fois que j'ai la preuve par le concept que j'ai arrivé à construire un truc en France de mes propres mains, de ma propre intelligence et de mon MacBook, je peux aller faire, pourquoi pas un SaaS, un truc un peu plus sérieux, peut-être du business physique, ou alors carrément, tu vois, l'immobilier, faire un truc un peu plus sérieux derrière. Mais évidemment, le problème quand tu es auto-entrepreneur, infopreneur comme ça, c'est que quand tu fais 2-3 000 par mois, c'est bien, t'es un peu plus stable, tu peux vivre de ça et construire tes projets là-dessus. Mais quand tu arrives devant le banquier et tu dis regardez, ça fait 6 mois que je fais 3 000 euros par mois. Est-ce que je peux investir dans l'immobilier ? Le mec, il te regarde et il te fait il me faut 3 bilans positifs. Ciao. Et 3 bilans, c'est bon, ça fait 3 mois. Là, c'est bon. Là, j'ai fait 9 000 en 3 mois. Il te met un coup de tête et allez, part de chez moi. Là. Tu me déranges. C'est ça, c'est que c'est bien, mais il faut le monter haut pour que ça devienne sérieux aux yeux des gens et que tu puisses après faire quelque chose d'encore plus sérieux dans le traditionnel. Et je suis persuadé que si tu focuses à fond l'infoprenariat et que tu le montes à un level assez intéressant, ça peut donner des bons résultats. Je vois ce que tu veux dire. Après, y a, tu vois, toi, t'es actuellement t'es tout seul et ça, c'est très bien. Mais est-ce que tu vois pas une limite dans le fait d'être tout seul parfois ? Bien sûr qu'il y en a une. Ce business-là, c'est pour ça que je te dis 50 000 euros par mois, parce que quand je l'ai lancé, je me suis dit, je vais vendre un abonnement à 50 euros par mois et je vais aider 1000 personnes à devenir indépendants financièrement. Voilà, c'est la target. Donc 1000 personnes à 50 euros, ça fait 50 000 par mois. Voilà, c'est la target, c'est le truc pourquoi je me lève le matin. T'es proche de cette target ? Le mois dernier, j'ai fait la moitié, mais c'est pas la même, c'est pas régulier. Oui. Voilà, faut pas mentir aux gens. Je dis pas que je fais 25 000 euros par mois, mais je l'ai fait en septembre. Félicitations. Merci. C'est mon plus gros mois, je suis content, mais l'idée c'est de se dire, maintenant il faut essayer que ça redevienne un petit peu plus régulier, parce que ça passe de 25 à, c'était 18 après en octobre, donc c'est pas, enfin, ça va, ça redescend pas à zéro. Donc, t'as un bon tunnel de vente, mais par contre t'arrives pas à fidéliser pour toi assez les gens. Ma plus grande difficulté aujourd'hui, c'est que je suis pas assez visible sur les réseaux sociaux, c'est pour ça qu'on fait ce genre de choses, c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, mon tunnel de vente, il fait plus ou moins 10% de taux de conversion, tu vois. Donc, ce qui est énorme. C'est énorme.
Et je pense pas qu'il y a des techniques, des secrets marketing pour faire mieux. Tu peux pas faire... Si peut-être, mais à un moment donné, tu vas tellement te creuser la tête, ça va être de la charge mentale de fou pour passer à 20 ou 30% de taux de conversion. Je pense même pas que ça existe. Si tu arrives déjà à 12, ça serait déjà ouais, énorme. Voilà. En fait, c'est ça le problème, c'est que tu vas te creuser la tête pendant 3 ans pour passer de 10 à 12. Ça vaut pas le coup. Donc en fait, le levier que je dois avoir aujourd'hui, c'est pas gratter des points de conversion, c'est amener 100 fois plus de personnes à voir la page de vente. Ou peut-être après, sur les personnes qui restent, c'est avoir 100 fois plus de contenu. Mais là, le problème, c'est vu que toi, tu es individuel sur tout ce que tu fais, c'est qu'au bout d'un moment, tu vas devoir mettre en place une équipe. Qui dit équipe, dit charge, dit différents statuts, dit coûts, divers, etc. Et est-ce que ça, c'est des choses sur lesquelles où tu vas te tendre ? Ouais, ça me fait pas peur. Pour l'instant, je bosse avec un mec qui fait le montage de cette vidéo-là et du service client. Donc, on va dire que c'est un petit triptyque, mais c'est efficace. C'est le genre de truc où t'as pas besoin de bosser 12 heures par jour pour que ça tourne. Ça tourne. Littéralement, si je voulais vraiment vivre en mode Bali 2K par mois, j'allume mon MacBook, je bosse 1 heure et ça suffit. Pour ce que j'ai réussi à mettre en place aujourd'hui, j'ai pratiquement pas besoin de bosser pour que ça continue à tourner. Ça, c'est top au final. Ouais. Parce que c'est-à-dire quand tu es en vacances, et je sais que tu passes des belles vacances. J'aime bien partir en voyage. Ouais. Et d'ailleurs, vous faites des super beaux montages vidéo. Je tiens à dire que la vidéo de l'Islande était magnifique. À l'Islande, là, c'est pour ceux qui aiment bien voyager, c'était mon top 1. Et elle était magnifique cette vidéo. L'Islande, c'est moi qui suis un peu baroudeur, j'aime bien découvrir des trucs, apprendre des trucs. Enfin, c'est vraiment le paradis total de louer un camion, de dormir dedans pendant une semaine et de vadrouiller, de faire le tour, le road trip là. C'est un peu cliché, mais mais au c'est final, trop bien en fait. Tu sais que moi, ce qui m'a fait rêver, c'est surtout l'image où il y avait l'avion écrasé avec le sable noir, je crois, c'est ça. Ouais. Mais c'est une vieille vidéo, hein. Je m'en souviens pour te dire. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, donc ça te fait pas peur et après ça se tend vers l'évolution et c'est ça qui va être beau et c'est là où toi par contre je pense que tu vas péter à ce moment-là. Je pense qu'à partir du moment où tu vas passer le step d'avoir quelqu'un en plus et qui va passer du temps à être sur le travail de recherche qui peut parfois être très fastidieux et après bah toi amener ta patte et amener tout ce que tu sais faire derrière et bien évidemment continuer à amener de la connaissance, je pense que tu vas pouvoir péter parce qu'au final tu vas être vraiment le Netflix dans le sens où tu vas amener des choses encore plus au quotidien. Peut-être que là tu es au quotidien, peut-être que tu seras peut-être 3 fois par jour, tu vois, au final et c'est là où je pense que tu vas exploser dans le business. Parce que là la transition en gros que je suis en train d'effectuer, c'est que je me dis plutôt que ce soit mon business, le business, le vrai GSR, que ce soit épinglé partout, c'est plus ma formation, c'est l'Académie des Libertés. C'est-à-dire, c'est vraiment le branding où j'essaye de petit à petit de m'enlever du truc et de rajouter des experts, des formateurs, des millionnaires. Je trouve des gars qui sont bons dans leur domaine, qui ont réussi à cartonner dans un truc et je les paye pour qu'ils viennent tourner une formation pour l'Académie des Libertés. Et là, c'est ce que tu fais en cours ? Ouais, c'est ce que je fais en ce moment. Là. Donc en fait, là, le rythme, c'est de dire, la promesse, c'est de faire tous les mois, je sors une nouvelle formation. Une fois par mois, je vais trouver un gars qui va me faire une formation sur le closing, une formation sur Facebook Ads, une formation sur l'intelligence artificielle, une formation sur l'immobilier. Il y a un gars qui est en train de bosser là-dessus. Et en fait, tous les mois, les mecs, mes clients qui payent, et les filles aussi, il y en a de plus en plus, les mecs payent 50 € par mois, sans engagement, avec 7 jours d'essai gratuit. C'est-à-dire qu'en plus, même, je donne accès à tout le contenu qui vaut, en vérité, bien au moins 10 000 balles de valeur, de tout ce qu'il y a dedans. Il y a 80 heures de contenu. Je donne tout accès gratuitement. Je me dis, tiens, je me fous pas de la gueule des clients. Ils peuvent tout découvrir. S'ils sont satisfaits, ils restent avec nous. Ils bâtissent, ils construisent des trucs, ils deviennent indépendants financièrement. Et une fois qu'ils ont réussi à le faire, ils aident les nouveaux à le faire. Ils sont pas contents, ça dégage. Ils appuient sur un bouton et ils s'en vont. Tu vois, je prends le risque vraiment de casser ma LTV, la lifetime value, en disant le mec il a profité de tout mon contenu pour 50 balles. Et limite tu fais je vois ce que tu veux dire. C'est pas grave. Je prends ce risque-là, je fais le Amazon de la formation, c'est vraiment je vais casser à la baisse, tu vois, le marché en disant je vais tout vous donner. Ouais, mais c'est une belle preuve au final. C'est ce qui peut rassurer les gens. Même ça doit être ton argument de closing limite. Bah c'est en gros agir ou crever, c'est un peu ça le truc que j'ai trouvé, c'est gros, c'est 50 balles. Pour 50 balles, tu apprends comment lancer ton business en ligne, comment utiliser les intelligences artificielles, derrière comment faire de la bourse, de la crypto, de l'IMO, comment t'expatrier, comment bien gérer la fiscalité. Si tu veux pas payer 50 balles par mois pour apprendre ça,
bah dégage, qu'est-ce que je te dis, je peux pas t'aider. Après, bah, va fumer des pétards. Bah voilà, tu finiras à la 8-6 en disant que je suis un connard d'arnaqueur sur internet. J'arnaque pas les gens. Il y a du contenu derrière ce qu'ils ont payé. Une arnaque, c'est quoi ? Une escroquerie, la définition, c'est que je te dis, tiens, ceci est du rhum à 500 balles, t'es trop content de le boire alors que c'est de l'eau. Ça, c'est une escroquerie. Je t'ai arnaqué, je t'ai pas délivré le produit dans lequel je t'ai. Ou de prendre tes 50 balles et de barrer. Ou je prends les 50 balles et je délivre pas. Derrière, ils ont pas d'accès à ce à quoi ils ont payé. Ce qui n'est pas le cas. Parce qu'il arrivait quand même à beaucoup de. Non, toi non, mais par contre, ça arrivait à énormément de gens avec le dropshipping. Dropshipping, ouais, bien sûr. Ouais, ça a été catastrophique auprès de certains. Les personnes qui ont aucune foi, aucune loi et ceux qui seront retrouvés forcément, parce qu'on en connaît plein. Et t'en connais, j'en connais. Des gens qui ont un lifestyle de fou mais qui sont recherchés partout en France. Ça, j'aimerais pas, tu vois. Et c'est pour ça que c'est la question de est-ce qu'il faut faire du sombre et tout garder en cash ou est-ce qu'il faut bien faire les choses. Moi, j'arriverais pas, je pense, à dormir sur mes 2 oreilles le soir en sachant que j'ai pas payé ma TVA, tu vois. Par exemple. Alors non, ça c'est sûr. Tu vois là par exemple. Tiens, parlons de la TVA, les infopreneurs qui la payent pas. Moi je vais surtout parler des amendes. Actuellement, j'ai oublié des amendes il y a 7 ans en arrière. Ils m'ont retrouvé. Je tiens à préciser, c'est pas une légende. 7 ans. Ouais, et 6 ans ou 7 ans. Je crois que c'est 10 ans max. Je sais pas, mais il y en a 10 ans, une amende elle est plus valable, on peut plus te la remettre. Mais tu vois, typiquement l'erreur de jeunesse bête, tu vois. Je me dis nique sa mère, ils me retrouveront jamais. Oui, je paye pas, je déménage, je fais machin, je change de voiture 6 fois entre temps, bref. J'oublie l'idée même d'avoir une amende. Et non, ils m'ont retrouvé. Ils m'ont retrouvé bien comme il faut. Et là, tu vois, j'ai bientôt un rendez-vous avec eux et tout. Donc, ils nous oublient jamais. Et là, par contre, tu vois, pour le coup, je dormais sur mes 2 oreilles, mais au final, j'aurais pas dû. J'aurais dû payer. Oui, mais c'est des erreurs d'avant. Mais je veux dire, maintenant, tu vois, ce que tu fais là maintenant, moi, l'idée, vraiment mon focus sur ça, sans trop avoir de charge mentale sur la fiscalité et l'organisation et machin. Je paye tout. Voilà. Alors, on me dit il faut payer, j'appuie sur le bouton. Et si demain il y a un mec qui me dit bonjour, contrôle fiscal, t'es honnête. Je l'accueille avec grand plaisir. Ouais, après, par contre, attention, je vérifie. Je vérifie parce que tu vois, typiquement, ça arrivait à ma compagne qui elle est aussi chef d'entreprise d'un business hyper tradi, tu vois, qui est commerçante. Et l'URSSAF s'est trompé, ça peut arriver aussi. Et donc là, après, c'est avec le comptable à voir, etc. Mais ça arrive aussi, c'est un organisme. Derrière, il y a des gens, il y a des humains, il y a des ordinateurs, mais il y a aussi des humains. Et parfois, ils peuvent se tromper, tout bêtement, tu vois. Bah, ils se sont trompés plein de fois, mais ça m'a pas mis dans la merde parce que c'était des 500, des 1000 balles, tu vois. Ok, d'accord, j'ai payé 1000 € en trop, et puis sur les prochains, je paye moins. Bon, d'accord, c'est pas... c'est pas dramatique, mais ça peut aller tellement vite. Tu sais, sur une structure comme la nôtre, des fois, tu vois, je dis n'importe quoi. On fait 50 000 de résultats. Il se trompe d'un zéro, il met 500 000. Le mec, il me prend 100K. Le mec, il va me prendre 100K minimum sur mon compte en banque. Dès demain, j'ai plus de quoi payer les collaborateurs. Parce que nous, si tu veux, on a l'argent, il tourne. Donc, on paye nos clients qui t'ont pas encore payé. Ah, mais ça, c'est une catastrophe. Moi, j'ai un. Dans mon business, c'est ça la grosse problématique, c'est que nous, on a beaucoup payé au cul du camion, on appelle ça, c'est-à-dire qu'on avance la trésorerie auprès de nos fournisseurs, donc ça soit les transporteurs, soit les armateurs, donc les propriétaires de bateaux, type CMA, CGM, MSC, etc. C'est des choses qui se font. Et c'est pas parce que c'est moi, c'est vraiment tout le monde est logé à la même ancienne. Et par contre, à côté de ça, nos clients, donc les industriels, ou par contre l'agroalimentaire, ou n'importe quelle PME en France, paye à 30 jours minimum. C'est-à-dire que la loi dit 30 jours, dans la réalité, on est beaucoup plus. Et sur la partie overseas, encore plus, que tu as le délai transit time. Donc ça veut dire qu'en gros, la marchandise part, je dis n'importe quoi, de Lyon. Elle descend à Fos, sur mer, vers Marseille. Donc elle prend le bateau. Et puis après, elle va, je dis n'importe quoi, tu vois, aux États-Unis. En fait, entre le moment, donc porte à porte, tu vas avoir 45 jours. Nous, on facture à partir des 45 jours, alors que j'ai avancé la trésorerie à partir du premier jour. Donc tu as ces 45 jours, plus les 30 jours après. Ouais. Et c'est là où, s'ils sont à l'heure, parce que s'ils ont 10 jours de retard, ce qui se fait très souvent, ça arrive. Et en fait, là, tu as bouffé énormément de trésorerie. Et sur une société comme la mienne actuelle qui fait 200 000 € par mois, entre 200 et 250, et tu peux vite bouffer 1 million d'euros de trésorerie, tu vois. Donc c'est pour ça. Et si demain, l'État, tu vois, il se trompe, ou si demain, justement, avec l'histoire des FAE, etc., on décale certaines choses, parce que je préfère le mettre sur le bilan prochain pour pouvoir avoir plus de trésorerie et pour pouvoir payer au final tout bien correctement. Enfin, c'est légal, tout ça. Oui, et c'est justement pour pas bouffer ma boîte. Parce que demain, l'État, il me prend 200 000 €.
j'ai plus de trésorerie, je paye plus mes collaborateurs, je paye plus rien. Ouais, c'est important pour ton business d'avoir beaucoup de trésorerie. Ah ouais, moi, c'est même... Moi, mon business, c'est simple, quand je l'ai commencé, j'ai mis... on a mis 20 000 euros au départ. J'ai vendu un appartement que j'avais à Saint-Etienne, j'ai pris les bénéfices, j'ai mis dans l'appartement. Dans la boîte. On a compris. Je mets dans la structure et puis après on fait un crédit comme tout le monde, tu vois, de 200 000 euros auprès de la banque. Et d'ailleurs, je les remercie énormément parce qu'au final, c'est devenu presque des potes. Et donc, ils nous remercient énormément aussi parce qu'ils voient l'évolution de la structure et donc ils nous suivent aussi sur d'autres projets. Et donc, les 200 000 euros, sauf qu'au final, maintenant, ça suffit plus. Parce que 200 000 euros, on avait calculé pour une boîte qui faisait 500 000. On fait 2,5 millions, on veut faire 3,5 millions l'année prochaine. Bah, tu vois, il faut que j'ai 3 mois d'avance. C'est hyper intéressant cette problématique. C'est les problèmes de riches, quoi. C'est comment on fait maintenant pour scaler, quoi. C'est quoi les problématiques de scale, de développement. Ouais. Parce qu'on s'en rend pas compte. Quand on commence à gagner de l'argent, on dit oui, c'est bien, ça se passe bien, etc. Mais comment on arrive à passer cette transition de je gagne un peu, beaucoup, à énormément et j'avais pas prévu ça. Ouais, mais tu sais qu'il y a beaucoup de boîtes qui pètent, qui sont en hyper développement et qui pètent à cause des délais paiements. Je crois que c'est 30% des sociétés en France qui pètent à cause des délais paiements. Moi, si demain tous mes clients ils me payaient au jour A, je t'explique que je serais bien. Rolex, Dubaï. Non, même pas ça. Mais genre, j'aurais moins de soucis dans ma vie, tu vois, parce que tu dois aller récupérer l'argent. Et là, je peux voir les commentaires arriver. Ouais, mais pourquoi tu leur dis pas de payer cash? Déjà, parce que eux-mêmes sont payés déjà à 60 jours en moyenne, surtout les industriels. Et on a des clients qui sont directement liés à l'État et eux sont même payés à 90 jours. Donc eux-mêmes n'ont pas les fonds. En fait, c'est un cercle vicieux. Donc tout le monde est pareil, tout le monde est logé à la même enseigne, mais une nouvelle structure comme la nôtre, avec une croissance comme la nôtre, parce qu'on a fait 400% de croissance, tu prends des gros risques. Oui, non, mais je vois ça. T'avais des questions, je crois. Ouais, j'ai gardé un petit peu des questions sous le coude. Je vois des belles cartes. C'est pas encore celle-là. C'est pas encore celle-là. On le fera si tu veux ou pas. Je sais pas, j'improvise. Hein. Vraiment, là, tu vois, on est en mode je construis le podcast. Et d'ailleurs, je crois que c'est l'épisode 2. C'est vraiment. On découvre. Selon toi, c'est quoi le plus gros problème de notre société et on ferait comment pour le régler? Je pense qu'on facilite trop les gens dans leur vie en France. Tu vois, dans le sens où on critique ceux qui réussissent. Ça, c'est normal, hein, on est en France. Mais en même temps. Pourquoi c'est normal? Parce qu'on est français. Il n'y a pas de normalité, mais voilà, on n'a pas d'explication. D'accord, pardon. Mais clairement. Non, mais en France, on donne accès à beaucoup d'aides. Moi, je suis le premier à en avoir bénéficié sur certaines choses. Pourtant, derrière, j'ai embrayé, si tu veux, sur le truc. J'ai eu le droit, si tu veux, à des aides sociales quand j'ai créé la structure, etc., etc. Mais derrière, j'ai amené une plus-value. En fait, là où moi, je décris les choses, c'est-à-dire qu'on va être là, tu peux avoir rien fait, tu peux bosser 3 mois et derrière toucher autant qu'un mec qui bosse pendant des années. Et ça, je colle. Et j'ai eu trop d'exemples de gens qui bossent en Suisse, touchent le chômage français après, tu vois, et c'est des aberrations, mais un truc de barge. Et tu te dis, wow. Et puis, autre chose, je pense le niveau de vie de nos leaders. Je pense qu'il y a une grosse problématique. Je connais aussi 2-3 personnes très proches de l'État. Si tu veux, comment tu vois qu'ils vivent et ce qu'ils font, tu te dis, mais c'est des aberrations. C'est des aberrations. Mais avec de l'argent privé ou de l'argent public? Argent public. Oui. On va forcément, argent privé. À la rigueur, les mecs. Oui. Tu sais quoi, moi je suis même pas contre les gens qui travaillent à côté de leur fonction, parce que ça veut dire que s'ils bossent à côté de leur fonction, c'est-à-dire qu'ils sont là pour leur fonction parce qu'ils ont un objectif et parce qu'ils sont passionnés. Parce que si demain on met beaucoup, on va dire, de salaire en moins, c'est-à-dire que les mecs ils iront par passion, ils iront pas par intérêt financier. C'est la grosse différence qu'on peut avoir. Après, ça c'est chacun voit midi comme il veut, tu vois. Donc c'est quoi le programme politique de Jean-Baptiste? Un problème. Elle me fait beaucoup d'ennemis, moi. Mais dans la sauce. Non, mais on va dire déjà que je continuerai d'aider les gens, mais je réorientais vraiment beaucoup plus les aides. Moi, après, chacun a son parcours de vie différent, donc chacun voit avec ce qu'il a vécu. Mais pour moi, je serais plus orienté sur les personnes qui ont des vraies incapacités de travail, des vrais handicaps, des choses où il y a besoin vraiment d'un accompagnement profond de la personne. Et après, j'arrêterai, moi, tout ce qui va être chômage jusqu'à Vita Aeternam. Déjà, il y a des actions qui sont en cours, mais voilà, toutes ces choses-là.
Le RSA, ça peut aider, mais c'est pas non plus une finalité. Il faut pas que ça soit une finalité. Il faut pas qu'on ait un droit absolu de RSA non plus. C'est bien, ils essayent de mettre des choses en place, mais pour moi... Oui, il faut travailler un minimum de 15 heures dans la semaine pour justifier son RSA, c'est pas ça? Ouais, je crois, Comme mais ça, je plus sais ou même moins. pas, mais avant que ça soit mis en place, tu vois. Mm. Et à la place, tu vois, alors je parle à titre perso, mais tu vois, on va me casser les couilles vraiment jusqu'au 7 ans après pour peut-être un 300 balles, tu vois, que j'ai oublié de payer il y a très longtemps en arrière. Par contre, quelqu'un qui vit dans un autre pays mais qui touche l'argent du chômage, il n'y a pas de problème, tu vois. Ou la plupart des mecs qui sont influx voleurs pour moi et qui vivent à Bali, etc. Et en fait qui vivent juste de l'acre, donc c'est une aide de Pôle emploi que moi-même j'ai perçue, tu vois. Mm. Mais qui vivent de ça et qui au final, bah, après, apportent aucune plus-value, prennent l'argent, mettent dans les paradis fiscaux, bah en fait c'est stop. Parce C'est qu'il soit revient pas en France, non, l'argent. c'est soit tu travailles pour toi et tu veux vivre dans un paradis fiscal parce que forcément bah tu crées ton argent et toi ton argent t'as pas envie de le donner à l'État. Je respecte ça, tu vois, le mec qui veut ça, il y a pas de problème. Ça c'est pas mon business, mais vas-y, pas de souci. Par contre le mec qui profite des aides, qui crée du business, mais que par contre il y a zéro retour, c'est là où moi par contre j'ai vraiment mal par rapport à ça, tu Mm. vois. Et j'ai l'impression qu'on veut vraiment rincer jusqu'au bout ça, tu vois. Et c'est là où après mon programme géopolitique, ça c'est encore autre chose, tu vois, mais voilà. Non, je rigole en disant ça, mais ouais, c'est. Alors, du coup, c'est quoi le problème? C'est qu'on empêche Je pense les bosseurs de réussir? on n'a pas de facilitateur dans notre pays. On a des pays où demain toi tu veux bosser, pas de souci, on se tape dans la main, allez bosse. On verra tes documents administratifs petit à petit, etc. Mais déjà lance ton business. Moi quand j'ai lancé mon business, il m'a fallu 3 mois avant que j'ai des documents pour pouvoir commencer à travailler légalement. Non mais c'est une catastrophe. Comment ça se fait que déjà on attend 2 mois pour avoir un passeport? C'est un ordinateur, le truc qui te le fait. Tu vois, c'est ça. Et c'est ça, ces aberrations-là où moi, je suis choqué des fois. Après, il faut arrêter de dire aussi, on est mieux ailleurs. Tu vois, je suis parti en voyage au Canada. Moi, je comprends pas les gens qui veulent aller vivre à Québec ou à Montréal, tu vois. Putain, c'est un bordel sans nom. La plupart des gens, c'est des syndicalisés, tu vois. Et puis alors, parlons pas de les syndiqués en France, hein, parce que alors là, c'est l'intérêt de 10 personnes par rapport à 1000. Hein. Mm. C'est-à-dire que les mecs, les syndiqués vont peut-être prendre 50 000 euros dans leur feuille, dans leur poche, parce qu'ils vont se mettre d'accord avec la fermeture de leur usine. Mais par contre, derrière, ils mettent 1000 personnes au chômage et dans la merde, et ça, il n'y a pas de problème, tu vois. Mm. Donc, deux poids, deux mesures, tu vois. En fait, il y a Ok. tellement de sujets. Ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Mais alors, c'est pour ça que je dis toujours, tu vois, c'est quoi le problème? Bah, le problème, après, Oui, bah, c'est en qu'on gros, on est c'est surtaxé que. pour des gens qui font rien, quoi. Hmm. Là, pour moi, hein. Je trouve Ouais, que... je vais faire l'avocat du diable. euh, Non, en fait, j'ai le droit à ces aides. Oui. J'ai cotisé. Mhm. Alors, toi, t'es un connard de riche, tu fais de l'argent et machin, et t'essayes de pas payer tes impôts, et moi, je galère, je trime en bas, et sur ma fiche de paye, il y a écrit que j'ai le droit à des aides, donc j'ai le droit d'en bénéficier. Et vu que toi, t'as de l'argent, bah, t'es un connard. Si tu y as travaillé et que tu y as bénéficié, il n'y a pas de problème. Moi, là où je critique, c'est plutôt les gens qui vont travailler 2 mois, ou qui vont travailler 1 an, et qui vont après retravailler 6 mois pour se mettre au chômage pendant 1 an. Et en fait, c'est ce cercle-là. Après que la personne, elle ait cotisé, qu'elle veuille même se taper un road trip pendant 1 an, mais après, si la personne, elle travaille et tout, il n'y a pas de problème. En sachant que nous, on cotise pas pour nous, on cotise pour nos aînés. Parce qu'au final, la retraite, c'est un système de Ponzi. Tu cotises pas pour toi, tu cotises pour ceux d'avant. Aïe aïe aïe. Et si tout le monde veut retirer son argent en même temps, mais il n'y en a pas assez dans les caisses, ça fait effondrer le château de cartes. Ouais, alors ça, c'est un autre sujet, ça encore. C'est un gros sujet, ça. C'est ça la pyramide de Ponzi. C'est finalement, c'est Hmm. je paye un droit d'entrée quelque part. Hmm. On me promet que plus tard j'en aurai plus. Et si je veux tout récupérer d'un coup, bah, en fait, il y en a pas. Après, attention, faut regarder, il faut nuancer, parce que là, sur les banques, sur le système bancaire comme il est actuellement en France, c'est que tu as des banques d'investissement, comme tu vas avoir des banques qui vont, style la BNP par exemple, investir dans des business pour toi, en fait, pour ton argent, mais en leur nom. Ils vont investir par exemple dans des bâtiments, dans des entreprises, etc., etc. Donc, ils vont prendre ton argent pour le mettre chez les autres, Hmm. tout simplement. Et après, ils essayent de le récolter. Donc, c'est sûr que si demain tout le monde enlève leur argent, bah, tous les investissements qu'ils ont faits, bah, demain ils achètent des immeubles à 500 millions, tu vois. Donc, tu vois ce que je veux dire. C'est ça aussi qu'il faut regarder. Après, il y a des banques aussi qui jouent en trader, hein, classique, achat, vente, donc qui ont des capitaux. Et on le voit, le système américain, hein, c'est beaucoup de ça. Les mecs, c'est des châteaux de cartes. Hmm.
Oui, je vois bien. Je regarde un peu en même temps. Mais pour moi, le monde parfait, au final, c'est un mix des deux. Faut pas être, tu vois, faut rester gris, tu vois. Il faut aider, en fait, les gens qui ont besoin d'être aidés vraiment. Faut pas... Par contre, les gens qui s'abandonnent, on les abandonne. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quelqu'un qui... Il faut délaisser pour compte. Bah, tu peux pas aider tout le monde. Voilà. On peut pas sauver quelqu'un qui a pas envie de se sauver. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Oh putain, on enchaîne les citations. Là. Non, mais voilà, demain, tu fais les lois, en fait, c'est fait pour une généralité de personnes, c'est pas fait pour des individualités. Et le problème, c'est que, bah oui, forcément, il y aura des personnes qui vont être mortes sur le bas-côté et qui, enfin, je prends ces expressions, mais elles sont pas mortes littéralement. Mais t'as des personnes qui vont souffrir de ça et malheureusement, on n'y pourra rien et je pourrais être le premier concerné aussi. Ou toi aussi. Mais demain, quelqu'un qui a vraiment envie de se démerder, il arrivera toujours à se démerder et à aller plus loin. Et s'il peut pas se démerder parce qu'il a une incapacité qui s'assoit, parce que malheureusement la vie a fait que, bah là on doit être là. Mais par contre, le mec qui a 2 bras, 2 jambes, une tête, aucune excuse, mec, vas-y, toi par contre, va charbonner comme tout le monde. T'as pas suivi en cours, t'as pas eu tes parents qui sont là pour t'aider. Il y a plein d'exemples de gens qui ont réussi comme ça. Après, bah à toi d'évoluer, à toi d'investir sur tes à côté, à toi au lieu d'aller faire, je sais pas, de la chicha ou des trucs comme ça, bah prendre ces 10 balles et aller les mettre, je dis n'importe quoi, sur du trading. Commencer par ça, tu vois, et ça commence petit à petit. Après, à toi d'essayer d'arrêter de vouloir niquer ton patron, mais à toi d'essayer plutôt de l'aider à aller plus haut pour pouvoir justement grandir avec lui. Nous, Vas-y, excuse-moi, fini. Nos collaborateurs, nous, si tu veux, notre premier collaborateur, il prend 10% de salaire tous les ans. Pourtant, il y a l'inflation, elle était là après qu'on lui ait donné ses 10%, etc., avec des primes tout le temps. Et parce que voilà, on grandit avec lui, on gagne de l'argent avec lui, lui aussi il touche avec nous, mais parce qu'il a l'amour de la société qu'on a aussi. Donc voilà, c'est du gagnant-gagnant. Et c'est là où il faut arrêter de prendre les chefs d'entreprise comme une vache à lait, mais plutôt comme un char d'assaut sur lequel tu vas traverser les lignes et aller droit vers la réussite. C'est une belle image. J'avais ce truc-là, en fait, comme tu as dit, si tu te sens bosseur, même si tu n'as pas eu les meilleures études, tu n'as pas eu l'aide de tes parents et machin, tu peux quand même t'en sortir si tu as vraiment cette hargne de bosseur. Moi, je le ressens depuis que je suis gamin, tu vois. Je ne saurais pas l'expliquer pourquoi. J'ai toujours j'ai envie de plus. Avec ma femme, on a un running gag, c'est qu'à chaque fois que je fais un truc qui est un peu plus grand, qui sort de l'ordinaire, elle me dit toujours plus. C'est un peu ça notre truc, c'est que toujours plus. On va chercher du plus. Comme tes animaux de compagnie. Par exemple, on en parlait en off, parce que j'ai 4 chiens, c'est 4 Shiba. Et j'ai pris les 4 de couleurs différentes, enfin, tu vois, pour faire un truc. Ouais. Je suis extrême dans tout ce que je fais. Je sais pas pourquoi. Mais tu vas à fond. Ouais. Voilà, bah moi. Je sais pas pourquoi. Alors, bah voilà, du coup, c'est une question intéressante. Est-ce que l'âme de bosseur, l'âme du plus, de faire les choses bien, de construire des projets, de bâtir, est-ce que c'est inné ou acquis ? Je pense que franchement, il y a les deux. Il y a des gens qui en fait vont vivre la merde et qui vont se dire non, je veux plus. Et t'as des gens en fait qui ont eu des exemples dans leur vie pour pouvoir y aller. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il y en a, ils ont des gènes. Forcément, le mec, il a les gènes. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. C'est complètement faux. C'est une personnalité. Déjà, il faut aimer le risque. Si t'aimes pas le risque, ça va être compliqué. Mais même sans finir entrepreneur ou monter une boîte, je veux dire, t'es salarié, t'as envie de grimper les échelons, de faire mieux et d'arriver à un poste intéressant dans ta boîte. C'est un peu ça l'âme de bosseur, de bâtisseur. Ah, de bosseur ? Oui, pas forcément que pour devenir entrepreneur, parce que ça, on me jette la pierre tout le temps. C'est oui, mais tu seras bien compte. Comment tu vas faire quand tu n'auras plus personne pour ramasser tes poubelles si tout le monde est entrepreneur ? Pour moi, il y a les deux. Tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur, je sais pas. Non, il y a les deux. Il y a de l'inné où t'as des personnes qui ont été cadrées comme ça, et il y a les gènes qui font ça. Et puis après, t'as les personnes qui ont acquis parce qu'ils ont envie d'acquérir un statut. Parce qu'ils ont envie de se dire, moi je suis le numéro 1 de ma boîte en tant que vendeur. Par contre, je bosse 70 heures par semaine. Par contre, t'es ma fiche de paye, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Et le mec, voilà, il se dit, nous on a un collaborateur justement qui s'arrache pour nous et on va l'intégrer au capital. C'est une évidence. Donc voilà, mais parce que il nous a montré par A plus B qui voulait ça, tu vois. Et pourtant, sa famille, ils sont tous manutentionnaires. Hein, donc, Et qu'est-ce qui différencie ce gars-là des autres qui n'ont pas le même niveau d'implication ?
Déjà, quand tu vois que quand la structure se prend un coup de poing, il a plus mal que moi, tu vois. D'accord, ouais. Je te vois déjà. Donc, lui, déjà, tu sens qu'il a l'amour de la structure. Et deuxièmement, parce que il compte pas ses heures. Franchement, c'est un indicateur. Il ramène du chiffre. Il compte pas ses heures. Est-ce qu'il pourrait bosser de manière plus efficiente? Forcément, oui, parce que je les vois venir, les commentaires. Oui, mais s'il fait du bon travail en 20 heures, tu vois, blablabla. Non, dans notre métier, c'est pas possible. Il y a des horaires, c'est cadré. Malheureusement, c'est comme ça, tu vois. Mais c'est parce qu'il se dépasse. Il va plus loin que les autres qui vont, tu vois. Il va aller chercher le petit truc qui fait que il va nous rapporter plus parce qu'il a vu ça, qui a fait ça, qui a fait ça, tu vois. T'as combien de salariés aujourd'hui? On en a 10. Donc, tu as déjà un peu d'expérience sur le recrutement. Oh, laisse tomber. J'ai Ouais, vu tout. Hein. C'est le sujet qui est intéressant parce que, à mon petit niveau de connard d'infopreneur, j'ai pas de salariés, mais j'ai des collaborateurs, des prestataires. Du coup, je suis aussi dans une phase où il faut essayer de trouver des gens compétents, des talents. Et j'ai déjà eu cette première expérience quand j'étais responsable d'une salle de sport à l'époque. Où finalement je devais moi-même faire les recrutements. Oui, quand tu étais responsable, j'en souviens. Ouais. Et du coup, j'ai l'impression, je vais me faire tuer en disant ça, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont déterminés, motivés, qui sont des bosseurs. Il y a beaucoup de branleurs, il y a beaucoup de gens en fait qui vont se plaindre dans les commentaires YouTube en disant qu'ils ne gagnent pas assez et que du coup on est des connards parce qu'on en gagne plus. Mais quand je les vois en entretien d'embauche, en fait, ils sont pas bien habillés, ils sont pas bien coiffés, ils ont un CV qui pue la merde. Parle pas de ma coiffure en ce moment, parce qu'elle est catastrophique. C'est des choses qui arrivent. Tu ferais l'effort pour venir me voir en entretien. Mais ils sont pas motivés, ils ont aucune ambition. Ils sont juste là pour passer pour être là. C'est quel jour déjà que ça tombe le salaire? Ouais, c'est ça. Mais gros, il y a plus que ça dans une vie. Je veux dire, tu vas gagner ton 1007, ton 1008, ton 1009. Putain, mais bosse mieux. Et à un moment donné, peut-être que tu gagneras 2005, 3000, etc. Et puis, à un moment donné, où quand tu es l'exécutant de base, tu progresses, tu deviens le petit responsable, et après le responsable un peu plus grand de département de machin, tu vas avoir du nouveau réseau, des nouvelles opportunités qui vont t'ouvrir des portes pour faire encore plus. Et est-ce qu'il y a que moi? Non. Non, mais je veux dire, ce truc-là je vois beaucoup de personnes qui en fait peut-être ont juste tout simplement pas envie de faire des trucs. Non, mais déjà d'évoluer, de faire mieux. Alors, je vais passer pour un vieux con, mais je trouve qu'on a une vraie différence de génération, hein, franchement, avec ceux qui sont... Et je suis un vrai boomer, là, pour le coup, en disant ça. J'ai quel âge? 28. Mais je te jure que les personnes qui sont nées à plus de 2000, c'est une catastrophe, hein, la plupart. La régie vient de se réveiller. Derrière la caméra. La régie vient... Non, mais t'es témoin avec nous. Ta génération, il y a des catastrophes. Il y a des catastrophes, mais il y a des très belles choses aussi. Ah, il y a des pépites. Mais si tu veux, moi, ça pour devient le coup, de plus en plus extrême. Soit tu vas avoir des réussites incroyables de plus en plus jeunes, ou de plus en plus de branleurs. Je te regarde. Alors déjà, dans un entretien d'embauche, moi, déjà, je comprends pas les gens qui viennent les mains dans les poches. Ça, c'est une indication. Je vous donne un conseil, les amis, prenez au moins de quoi noter votre CV en plus. Ça fait toujours bien, tu vois. Préparez des questions. Il y a des mecs, je te jure, ils viennent... Gros, ils ont 2 heures de retard, ils me préviennent pas. C'est pas possible. Frère, à partir de quel moment t'es alternant, tu viens pour un poste d'alternance par exemple, ou même en CDI, tu viens avec 2 heures de retard, tu préviens pas. Enfin, dans quelle planète tu vis? Il y a après, il y a des mecs, tu vois, chez qui j'aurais pas mis une bille, et je pense à un de mes alternants. Alors, je sais pas s'il va regarder la vidéo, donc je vais pas le notifier. Mais j'ai un alternant. Franchement, au début, c'était pas mon premier choix. Tu vois, je vais dire honnête, c'était peut-être mon 2e ou 3e. Et en fait, par contre, j'ai vu qu'il me relançait, qu'il était là, qu'il était au taquet. Et bah, franchement, je remercie qu'il me relançait. Et j'ai vu en fait, sa volonté d'aller plus loin. Et je le vois au quotidien qu'il veut aller plus loin. Et je pense que ce serait une future pépite. Par contre, à côté de ça, j'en vois qui arrive toujours avec 2-3 minutes de retard. 4 minutes. C'est rien. C'est rien, 4 minutes de retard. On peut dire que je peux être à cheval là-dessus. Dans mon entreprise, ils peuvent partir quand ils veulent, dès que le boulot est fini, par contre. Mais l'heure, c'est l'heure. Et bah, en fait, ça dénote beaucoup de choses, tu vois. Pour moi, ça montre beaucoup de choses, et ça montre aussi le fait de défier un peu la hiérarchie, etc. Et c'est pas forcément que des bons signes. Et puis après, il y a plein de choses qui s'accumulent. Tu vois, des fois, on oublie aussi que j'avais 15 ans ou 18 ans, et quand on me donne des excuses, ma voiture en panne, mon c'est rien, ma maman, mon truc, mon fait. Mais c'est pas sérieux, tu vois. Non, t'as 20 ans, vas-y, c'est fini ça. Hein. C'est le boulot. Hein. C'est ça. Et puis là, une fois ou deux, et puis après, avertissement, puis après, ça dégage. Voilà. Alors, c'est quoi
les clés, les trucs les plus importants que tu regardes Recrutement. dans le recrutement? Faut Comment on déjà- fait pour trouver un talent? Alors déjà de 1, c'est sûr qu'un CV... alors moi je reste encore dans le CV, tu vois. Ouais, toi, Pas de t'es lettre... encore ouais, ouais. CV, ouais, tu Ouais. regardes si le mec il a fait des études, s'il a eu des expériences similaires. Études non, mais Non. expérience similaire. Mhm. Études non, moi je m'en fous, hein. Les autodidactes, moi ça me va bien. Mais quelqu'un qui a au moins des expériences similaires, parce qu'on est trop jeune entreprise, on n'est pas un groupe pour prendre trop de risques encore sur le recrutement malheureusement. Si après, parfois je ressens quelqu'un voilà, qui viendrait comme ça toquer la porte, pourquoi pas dans l'avenir. Mais là, à l'heure actuelle, moi je regarde le CV et puis après, feeling. Feeling. Si je vois qu'il y a quelque chose qui passe pas ou qu'il y a des trucs qui me dérangent, je donne pas suite. Mais on voit de tout, hein. Tu vois, j'ai donné un exemple aussi tout bête. J'ai une collaboratrice qui, elle, a une maladie par contre et qui travaille chez nous et elle y peut rien, tu vois. Elle, c'est épileptique. L'épilepsie, bah, forcément, c'est incontrôlable. Ça arrive à n'importe quel moment. Malheureusement, cette personne a fait une chute un dimanche soir et elle a eu une semaine d'arrêt. J'étais en binôme avec elle normalement pendant les vacances d'été parce qu'on a tous les collaborateurs qui font des rotations. Je me suis retrouvé tout seul avec un déménagement sur les bras, etc. etc. Bah, j'ai mis en pause mon déménagement, je suis allé parti travailler. Pourtant, j'avais un déménagement, j'ai laissé ma compagne toute seule le faire. Non, mais c'est des imprévus comme ça qui font que voilà, tu vois, on est obligé d'y aller. J'ai pas posé un seul jour de maladie ou de lendemain de cuite ou quoi que ce soit parce que je continue à faire la fête, tu vois. Mais je vais au boulot tout le temps, quoi. Je prends pas 5 semaines de vacances par an. Ouais. Non, on prend moins tout ça, hein. Ouais, j'avais un prof à la fac, ça me fait penser à ce que tu dis. Il disait oui, les jeunes, vous pouvez faire la fête tant que vous voulez, faites des conneries, profitez de votre jeunesse. Et par contre, si vous avez des responsabilités, des obligations, un job, si vous devez être à 7h à votre travail, vous pouvez faire la fête jusqu'à 5h, 6h. À 7h, vous y êtes. Vous êtes prêt à bosser. Et Ouais, ça c'est se voit ça. pas sur votre gueule que vous avez fait la fête. Bon, après que ça se voit pas sur la tête, si le mec est, Ça se verra forcément. si Mais le mec est efficace. il y a forcément ce truc, tu vois, de se dire est-ce que j'ai envie de bien faire les choses ou est-ce que je m'en branle complètement. C'est un taf alimentaire, je prends mes sous et puis c'est un peu. C'est qu'il y a tellement d'offres aujourd'hui partout. Hein, il suffit de traverser la rue pour trouver du travail. Petite dédicace à quelqu'un, à notre planète, à nous. Là, je suis mort. Là. Il y a tellement d'offres, il y a tellement de travail partout qu'en fait, je fais l'avocat du diable. Pourquoi j'irais m'emmerder à essayer de gravir les échelons avec ce patron-là qui me fait un peu chier, sachant qu'en appuyant sur un bouton sur Internet, je peux trouver le même job avec plus ou moins le même salaire 15 minutes à côté. Bah après, moi, ça c'est le jeu de la compétition, hein. Si le mec il paye plus en face, va en face. Tu vois, voilà. Après, par contre, faut regarder, l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs. Pourquoi il paye plus cher? Parce que peut-être qu'il a un turnover important. Pourquoi il a un turnover important? Parce que peut-être qu'au final il paye bien, mais peut-être que c'est un gros con. C'est hyper intéressant. Je mets en place ce truc-là et j'invite tout le monde à essayer. Vraiment, c'est très impactant et ça débloque beaucoup de situations. C'est la technique des 3 pourquoi. Quand tu es face à une situation, une problématique, un truc qui ne va pas dans ta vie, professionnelle ou personnelle, tu te poses toujours la question, tu te poses 3 fois la question pourquoi. Alors, prends l'exemple du job qui est mieux payé ailleurs. Pourquoi? Donc tu as la raison de surface. Après, tu poses pourquoi à la deuxième raison. Ça te donne une raison un peu plus profonde. Et le troisième pourquoi, ça te donne la vraie raison. Ouais, je vois, c'est une bonne idée, tu vois. J'ai du mal à l'expliquer, mais c'est vraiment, ça débloque toutes les situations. Tout. Je vois ce que tu veux dire. En fait, tu vas te dire pourquoi il recrute? Parce qu'il a un besoin d'avoir un nouveau collaborateur. Pourquoi il recrute mieux que les autres? Parce qu'il a un turnover important. Pourquoi il a un turnover important? Parce que c'est un idiot. La raison profonde. Voilà, ouais, non, mais c'est pas mal. Mais si on tourne sur cet exemple-là, hein, Ouais, en tout cas. mais c'est valable pour tout. J'ai pas d'exemple qui me viennent à l'esprit. Enfin, j'ai un exemple personnel avec ma femme tout à l'heure, mais je vais pas le raconter. Pourquoi on s'est fait vacciner? Oui, pourquoi? On va rentrer dans les sujets avec la carte Joker là. En gros, en gros, elle rentrait, elle me disait ça allait pas. Il y a rien qui va, ça se passe mal, ça c'est nul, ça c'est machin. J'ai envie de claquer un arrêt. Pourquoi? Parce que je suis fatigué. Pourquoi? Pourquoi t'es fatigué? Je commence tôt. Parce qu'au boulot, ils me font chier. Pourquoi ils te font chier? Bah parce que c'est l'autre conne, elle m'a dit ça ce matin et ça m'a énervé. La vraie raison. T'es pas fatigué, c'est pas le boulot, ça va bien.
c'est cette personne-là. Ce qu'elle t'a dit, ce qu'elle a fait, ça t'a vexé. Et d'un coup, d'un seul, le monde s'effondre et tout va mal. Donc en fait, en allant chercher le triple pourquoi, on a la vraie raison de son énervement, de la problématique, et on trouve tout de suite la solution. La solution, j'ai toute trouvée. Elle a eu une altercation avec une de ses collègues. En fait, on règle l'altercation avec le collègue et ça va mieux. Pourquoi il y a autant de gens qui sont à découvert? Parce qu'ils savent pas bien gérer leur argent. D'accord. Mais après, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'on peut adapter son pourquoi à soi-même aussi. Hein. C'est ça, parce que après, il y a des pourquoi avec des vraies raisons. Hein. Mais il y a des pourquoi aussi. Pourquoi tu es tout le temps à découvert? Parce que tu as un problème de gestion. Pourquoi tu as un problème de gestion? Parce que tu dépenses trop. Et pourquoi? Parce que tu as besoin de remplir le vide qu'il y a en toi. Ah putain, génial. Voilà, c'est l'illustration parfaite. Non, mais après, ça c'est. Parce qu'il y a un vide quelque part que tu n'arrives pas à combler. Ah, mais j'étais l'un des premiers à être dans ce système, hein, tu vois. À dépenser plus que ce que je gagnais. C'était une catastrophe. Bon, mon argent financier, mon argent avant 25 ans, c'était une calamité. Hein. C'était horrible. J'étais le style de personne à aller en boîte de nuit et à manger des pâtes à côté. Hein. À claquer en boîte de nuit et manger des pâtes. Ouais. Mais jusqu'à qu'après. Pourtant, je travaillais. Mais jusqu'à que je fasse mon propre argent, c'est-à-dire que mes proches fiches de paye, tu vois, j'ai changé à partir de ce moment-là. La valeur de l'argent que tu arrives à faire tout seul en entrepreneuriat, elle a une saveur différente quand même. Ouais, c'est pas 1000 euros, c'est compliqué. Hein. Tu vas faire 1000 euros, c'est ça. Moi, je suis partisan de... parce que je fais de l'infoproduit, je suis pas dans le business classique traditionnel. Forcément, dans le business classique traditionnel, il faut déjà avoir un peu d'argent pour avoir il faut que tu aies une preuve de concept, il faut qu'il y ait un truc qui marche. Oui, c'est compliqué de faire 1000 euros tout de suite avec un business physique. Par contre, moi, ce que vraiment j'invite les gens à faire, et c'est pour ça que je dis qu'on peut commencer par l'entrepreneuriat, infoprenariat, et se servir du capital qu'on a réussi à générer pour construire un business plus sérieux, plus grand. T'as une passion, t'as des centres d'intérêt, tu connais des trucs. Moi, je dis souvent, c'est prends la compétence que tu as, que tu sais mieux faire que les autres. Les gens, ils vont me dire, oui, mais je sais pas trop, je suis un branleur, je sais rien faire, enfin, j'ai pas spécialement de compétences. Il y a forcément un truc de ce pourquoi ton entourage, tes proches viennent te voir, viennent te solliciter pour. Ça peut être parce que tu es bon en informatique, parce que tu es bon tu sais faire un potager, parce que tu sais rénover une maison, etc., parce que tu es bon en sport, tu sais faire perdre du poids aux gens. Enfin, tout le monde a une petite compétence, une petite zone de génie, un petit truc brillant en lui. En fait, tu prends cette compétence-là et tu vas la monétiser sur Instagram, TikTok, YouTube. Alors, j'ai une bonne question pour toi après. Ouais. Je t'ai interrompu, désolé. Mais en gros, c'est ça, c'est que tu vas monétiser cette compétence-là, tu vas parler de cette compétence, de tes centres d'intérêt, tu vas construire une audience, une communauté autour de gens qui aiment ce dont tu parles, parce que c'est ta passion. Tu peux le faire à côté de ton travail, évidemment, s'ils sont d'accord ou pas, ou tu le fais en cachette, ou peu importe, il y a toujours des trucs à faire. Et avec cette audience que tu as bâtie, tu fais un zoom et tu prends 50 balles pour expliquer comment on perd du poids. Zoom pendant 45 minutes parce que t'as pas... 40 minutes parce que t'as pas payé Zoom Pro, tu vois. Je connais. Mais tu vois, prends ta compétence, explique-la à quelqu'un, tu prends 50 balles et tu fais ça x 20. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et t'as fait tes premiers 1000 balles. Mais ton business model, donc, il marche. Par contre, la vraie question, c'est pourquoi t'as pas créé une startup avec une levée de fonds? Tiens, t'as le droit à une carte joker. Moi bonne question. Parce que, je sais pas, en fait, c'est un problème aussi, c'est parce que j'aime bien bidouiller, j'aime bien apprendre plein de choses, j'aime bien tout faire tout seul. Et du coup, j'ai ce problème aussi, c'est que j'ai pendant longtemps pas délégué. Je faisais mon montage vidéo et mon service client il y a encore quelques semaines. Ouais, tu m'as dit, au bout de plusieurs années, je réponds encore au service client. Vers la fin, je me faisais passer pour une autre personne. Je me dis, il faut quand même que, tu vois, je monte en grade, je trouve une responsable de service client. Tu voulais gagner 1 euro avant de faire en fait, un truc, un empire derrière. Mais là, par exemple, à l'heure actuelle... J'ai besoin, je pense, d'avoir, tu vois, le cash flow maintenant et d'avoir une activité rentable tout de suite pour comprendre comment ça fonctionne, de faire de la rentabilité. Et de te dire avant de pousser le truc. Mais là, à l'heure actuelle, par exemple, est-ce que fin d'année, tu vas faire un petit bilan de ton année, tu vas tirer, te dire, bah là, j'ai gagné tant, mon business, je vois, il marche. Est-ce que je ne ferais pas une levée de fonds auprès d'investisseurs, et, comme font la plupart des gens, et je prendrais 500 000, 1 million, 2 millions d'euros. Et là, je crée vraiment le Netflix de la formation sur l'entrepreneurial, mais version hyper chiadée, quoi.
J'ai pas réfléchi. serait C'est peut-être la intéressant ce que tu me dis là. Ce serait peut-être la suite parce qu'au final, il y a beaucoup de start-upers qui font des startups pour avoir un toboggan dans leur bureau et qui au final n'ont jamais gagné un euro et qui vivent des années. On en voit beaucoup des startups qui lèvent des dizaines de millions d'euros, mais en fait, le mec, c'est même pas un chef d'entreprise, il a juste créé un objet, il lève, mais après, il s'en bat les couilles. Il n'y a pas de produit, il n'y a Mais pas non, de renta, il n'y a pas de marge. il a pris ses 5 000 euros par mois, il a acheté un 4x4 ou un vélo électrique, ça dépend d'où il habite. Et il a pris ça, il s'est dit allez, je suis bien pendant 2 ans, et après, tchous. Voilà. Mais Peut-être qu'en fait, oui, j'ai pas cet attrait tout de suite pour la start-up, la levée de fonds, parce que pas de réseau, personne qui dans mon entourage qui l'a fait, je sais pas comment on fait, je sais pas qui on contacte. Tu vois, je suis en mode le petit gars de banlieue qui faisait ses trucs sur son MacBook pendant ses études, et puis ça a marché un peu mieux que certains. Beaucoup moins que d'autres, mais toujours une échelle ça, de c'est un comparaison. futur sujet de discussion, je pense qu'on pourra avoir ensemble, parce que tu as des levées de fonds qui peuvent être possibles auprès encore d'investisseurs perso, parce que je pense que c'est la meilleure option pour toi. Que ce soit pas forcément un investisseur physique du type qui regroupe lui des investisseurs perso, mais plutôt de la levée de fonds à travers différentes personnes qui mettent 50 000, 100 000 euros par-ci par-là. Et derrière, avoir tu vois, quelque chose qui, tu récoltes 1 million d'euros, tu prends 3-4 mecs, 5 mecs, et puis là, tu passes sur un autre niveau, quoi. Je pense que ça peut être intéressant. Si t'as des contacts, je suis preneur. Écoute, on en parlera. Mais déjà, il y a un réseau social qui est très bien, c'est LinkedIn pour ça. Et tu vois, je suis zéro LinkedIn. J'ai un compte, mais je fais rien dessus, quoi. Non, mais ça marche vraiment pas mal. Alors après, LinkedIn se tourne un peu sur la Facebook, mais maintenant... Mais tu peux prendre beaucoup de connaissances et il y a beaucoup de sociétés maintenant qui aident des jeunes structures comme toi à péter derrière, en sachant que toi, la grosse différence par rapport aux autres, et c'est pour ça que je te tends à aller vers ça, c'est toi, tu as gagné 1 euro. Tu sais ce qu'il y a Tu as gagné déjà. Oui, tu fais de la marge. Tu fais de la marge, tu gagnes. Du day one, quoi. C'est vraiment Et tu gagnes pas un petit salaire. Tu vois ce que je veux dire? Tu es sur des gros salaires, des grosses sommes. Et donc, je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens. Et ça peut être pas mal. Par contre, attention, t'es plus tout seul. Tu dois rendre des comptes. Donc ça amène aussi d'autres choses. C'est d'autres pressions. Mais par contre... c'est nécessaire au développement. Comme on disait au tout début, c'est est-ce que tu veux un royaume? Est-ce que tu veux un empire? Agir ou crever? Agir ou crever. Est-ce que tu veux 100% d'un million ou 10% de 50 millions? Ah, ça c'est la vraie question. Voilà. Tu vois. Mais après, voilà, il faut faire attention. Hein. Les startups, maintenant, il y a tout, il n'y a rien. C'est n'importe quoi aussi. Hein. Ça, a été l'effet Covid. Mais bon. Oui, parce qu'en fait, il y avait de l'argent à distribuer. Il y avait beaucoup d'argent dans les caisses. On l'a distribué à ceux qui avaient... mais alors, du coup, c'est paradoxal. Je fais l'avocat du diable. Tu dis, on dit qu'il faut subventionner les bosseurs. C'est un peu ça l'idée. C'est, on prend les mecs qui, sur le papier, ont une belle coupe de cheveux, ont fait des bonnes études, et ils ont un projet, une idée, du coup, on les subventionne. Mais du coup, ça devient des petits branleurs subventionnés qui construisent rien et qui n'arrivent pas à passer à un stade supérieur. On facilite. Alors, du coup, vaut mieux-il pas subventionner les pauvres gens qui triment en bas plutôt que de subventionner les branleurs qui vont, comme tu as dit, mettre un baby-foot dans la salle de pause. C'est tout ce qu'ils vont construire de bien. Après, on parle souvent des gens qui échouent et des gens qui, malheureusement, sont des sociétés bancales. Parce que c'est forcément les exemples qu'on revient le plus souvent. Par contre, oui, peut-être qu'il y a 10% de sociétés où les mecs, ils ont fait des levées de fonds avec rien derrière, quoi, tu vois, avec vraiment du vent. Et puis, c'est juste des escrocs, limite. Mais des escrocs souriants et qui te sourient droit dans les yeux, tu vois, et qui viennent en costard. Et avec un beau PowerPoint. Mais par contre, tu vas avoir les mecs qui, derrière, bossent, ont un vrai projet, ont un vrai produit, qui eux-mêmes ont mis en pause leur vie de famille ou leur vie professionnelle derrière pour pouvoir croire à ce projet-là. Et ces gens-là, forcément, il faut les aider. Mais évidemment, on ne peut pas aider tous les projets. Forcément, il y a des projets qui partent à la casse. Mais par contre, c'est vrai que parfois, on voit des levées de fonds. Je me dis, oh, le mec, il a levé 200 millions d'euros. C'est de la merde. Mais allez, vas-y, on y croit. Et moi, je me dis, je gagne un peu d'argent et tout. Je suis tout seul dans mon coin. Je lève combien? 1 milliard, tu vois? Ouais. Mais donc, c'est ça, 2 poids, 2 mesures. Mais ces gens-là, c'est généralement des aides, pas d'État, mais c'est des aides d'investisseurs privés. Donc après, les investisseurs privés, ils choisissent l'argent là où ils ont envie de le mettre. Hein. Ils mettent le risque là où ils ont envie de le mettre. Finalement, c'est où ils mettent le curseur, j'y vais pas. Oui. Nous, les aides d'État, il y en a quelques-unes. Mais pour les entrepreneurs, t'as Walou, hein. T'as l'ACRE, l'ARS ou l'ACRE chez Pôle emploi. Et puis après, tu vas avoir peut-être une aide de ta région parce que ta région, elle subventionne un jeune créateur, 3-4 000 balles par-ci par-là. Ça t'aide sur un tout petit début. Demain, tu veux faire un business de 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions. Il va falloir aller chercher des investisseurs privés. Hein. Bah oui. Ou une banque qui croit en toi. Hein.
Mais Des bonnes connaissances. On en revient toujours à ça, c'est le réseau finalement. Ouais, exactement. Le réseau, c'est pas la compétence numéro 1 pour bâtir, pour avoir du succès. Mais dans la vie, s'il y a une qualité moi qu'il faudrait mettre en avant, et celle que je donnerais à mes enfants, c'est être un caméléon. T'entendre avec un maximum de personnes, même si dans le fond tu t'en fous de la personne. Pourquoi ? Parce que tu sais jamais si tu la recraseras 10 ans après et qu'elle pourra t'aider. Regarde, on se connaissait il y a 5 ans en arrière, le chemin fait quand au final on s'entend bien et on continue à se parler, tu vois. Mais qui sait, le livreur de pizza qui était avec moi il y a 5 ans en arrière ou 10 ans en arrière, bah peut-être que le mec demain il aura une boîte, finalement il est directeur d'un industriel et puis j'irai toquer à sa porte parce que j'aimerais travailler avec lui, tu vois. Il faut être un extraverti qui arrive à échanger, à discuter et à avoir le contact de tout le monde. C'est sûr que les extravertis ont plus de chances dans la vie qu'une personne qui est introvertie. Parce que forcément, elle va provoquer sa chance. Ouais. Alors qu'un introverti va rester dans son coin. Très introverti, moi. Ouais. Du coup, pendant très longtemps, j'ai eu ce truc de... Je fais mon truc tout seul dans mon coin. De toute manière, les autres, ils savent pas faire mieux le taf que moi. Donc je me démerde, je fais mon truc. Et puis de toute manière, à quoi ça sert d'aller faire du réseau et faire des contacts ? On s'en fout. Mais maintenant, t'es extraverti. Je sais pas. Je pense pas. Bah en tout cas, c'est pas l'aspect que tu donnes. Alors, du coup, c'est ça aussi. C'est quoi la définition d'extra et introverti ? J'en ai trouvé une il y a pas longtemps. Je sais pas si c'est la vraie ou pas. C'est qu'un extraverti, c'est quelqu'un qui est capable de se ressourcer, de se reposer avec du monde. D'accord. Et un introverti, justement, à l'inverse, c'est quelqu'un qui va être que capable de se ressourcer tout seul. C'est pas forcément quelqu'un de timide ou quelqu'un de pas timide. Un introverti peut exalter et faire le zouave et faire le clown. Mais quand c'est le moment de fermer les lumières et d'être tout seul, bah, il est bien mieux tout seul, il est bien mieux devant une rivière avec des animaux à la campagne plutôt qu'en ville, en soirée mondaine et machin. Alors t'as raison, le terme serait plutôt c'est quelqu'un de sociable. Sociable. Je suis pas sociable. Je sais pas faire. J'ai beaucoup de mal, tu vois, à aller vers les gens, à trouver du contact. Dès que j'ai le contact des gens, j'arrive pas à les entretenir. Tu vois, c'est cette qualité de réseau. Quelqu'un qui a un bon réseau, c'est quelqu'un qui a des contacts, mais aussi qui arrive à les entretenir. Bah, comme quoi, après, on a toujours un axe de progression. Ah oui, bah, j'en ai plein. Mais on en a tous, plein. Tu vois. Ouais, tous. Moi, déjà, l'écriture. J'écris comme une quiche. Par exemple. Mais moi, je suis partisan de dire... peut-être que c'est pas vrai, peut-être que c'est faux, peut-être que je me trompe. Mais pour avoir du succès, bon, la définition du succès c'est compliqué à dénoter, mais il faut pas essayer de corriger ses petits défauts et pour essayer de surélever, d'avoir un niveau équilibré, mais plutôt de prendre la compétence, ce que tu sais mieux faire et de le faire x 1000. C'est-à-dire t'es bon dans un truc, deviens le meilleur dans ce truc-là, et après, les downsides, tous les trucs que tu ne sais pas gérer ou que tu maîtrises pas, tu vas trouver des gens qui sont bons dans ces domaines-là et tu vas t'entourer d'eux pour t'équilibrer. Mais si tu essayes tant bien que mal de corriger tes petits défauts, en fait, ta compétence, là où tu brilles, ça scale pas, ça se développe pas et tu pourras jamais atteindre des grands niveaux. Après, tu vois, la compagnie du fret, ma société, c'est pas une individualité, mais c'est plutôt une association de compétences. Mon associé est complètement à l'opposé de moi. Je pourrais le tuer comme il pourrait me tuer 1000 fois, tu vois. Mais justement, au final, lui est noir, moi je suis blanc. Enfin, ou je suis noir, il est blanc, bref. Et à nous deux, on arrive à faire du gris. Tu vois, on se clash souvent dessus, mais au final, ça fait que le bateau, il va droit. Ouais. Après, toi, tu as créé ton business comme tu es actuellement, parce que c'est un business qui te ressemble. Ouais. Et je pense qu'il faut que tu continues là-dedans. Et au final, c'est très bien qu'on ait cette discussion parce qu'on n'a pas forcément la même vision du business, c'est pas forcément la même vision de tout. Et au final, c'est ça qui fait qu'on a une multitude d'entrepreneurs et plein de business différents, quoi. Trop bien. Pour conclure, j'ai une question. Mais en fait, on n'a même pas eu le temps de les utiliser. On en fera une version 2. Vas-y, si tu veux. C'est quoi le meilleur conseil ? C'est question de bateau. Hein. C'est quoi le meilleur conseil que tu donnerais aux gens qui sont, tu vois, dans cette phase de flou là actuellement ? Ils ont un job qui leur plaît pas trop. Ils voient qu'il y a des décisions politiques absurdes, la décadence de la société. Ils en ont marre. Ils ont envie de se reprendre en main, de faire mieux. Ils ressentent quelque chose de positif à l'écoute de ce genre de podcast où ils veulent bâtir quelque chose mais ils savent pas trop quoi. C'est quoi le conseil
Teste la formation du vrai GSR pour 50 €, t'as rien à craindre. Je pense que ça, tu peux y aller, t'as 7 jours, donc fonce. 7 jours d'essai gratuit, c'est sans engagement. Et le lien est en plus dans la description. Et au-delà de ça, je pense qu'il faut provoquer sa chance. Donc, tu sais quoi, c'est-à-dire qu'il faut essayer quelque chose. Et après, bah, tu l'as dit dans une de tes vidéos, tu veux te former sur n'importe quoi, tu tapes sur YouTube, t'as tout. Commence déjà à, je dis n'importe quoi, à tourner la pelouse de tes voisins, tu commences déjà à faire tes sous, tu commences à faire Uber, prends ces sous-là, cherche-toi comment les investir plutôt que d'aller les dépenser, puis après trouve un business qui marche et fonce. Et il y a des business et dans le trading et tout le e-commerce comme font les gens, ce que moi je déteste, et dans le traditionnel il existe encore plein, tu peux reprendre plein de business, tu peux ouvrir des franchises, les franchises on n'en parle pas assez mais c'est un vrai business, il y a plein de salons de franchisés. Et si tu as un peu de capital, parce que tu l'auras fait en bossant l'été ou parce que tu as fait Uber à côté, bah, y a des vrais business à faire. Et pourtant, tu n'as pas forcément besoin de diplôme, de formation, quoi que ce soit. Juste ton envie et ta foi. Amen. Alléluia. Je pense que du coup, le mot pour conclure, c'est Merci à toi. il faut agir. Exactement. Ou alors crever. Bah, faites le choix. Soit vous agissez, soit vous crevez. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci beaucoup. Merci à toi. Pour tous tes conseils. Démerdez-vous, quoi. Faites les choses, passez à l'action et arrêtez de nous casser les couilles. Salut.